Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Anomalie aérienne non conventionnelle Ufologie dynamique. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à de l'information française mais aussi américaine. Mais juste avant ça, je voulais vous donner cette information comme quoi il va y avoir deux vidéos. Il va y avoir une vidéo sur le traitement médiatique d'Echo. Là, on va faire part du traitement sur les sites internet et sur la presse. Et on fera un traitement médiatique sur les apparitions télévisuelles, puisqu'il y a eu un côté absolument catastrophique qui a été traité véritablement d'une manière totalement discriminatoire. Et il y a une autre partie qui a été extrêmement bien traitée par certains médias du point de vue en fait de certaines chaînes, certaines plateformes, etc. Donc on pourra faire une vidéo donc spéciale sur uniquement ce traitement médiatique. Ça permettra en même temps d'analyser le point de vue actuel des médias, de certains médias qui en fait ont totalement une vision différente. Et certains journalistes ont totalement une vision différente de leurs collaborateurs sur d'autres chaînes. Voilà. Deuxièmement, une autre vidéo va être faite, c'est suite au sondage que j'avais fait. Alors si vous vous rappelez, j'avais fait un sondage sur une vidéo spéciale conseil en ufologie. Allez sur les bons sites, sur les bonnes plateformes, sur les bonnes bases de données, sur les bonnes banques de données. Donc cette vidéo est en préparation. Voilà, c'était pour vous le dire. Elle sera dans le cadre de la communication, donc en ufologie, et vous permettra d'aller en fait sur les meilleures informations possibles. Enfin, ce que je trouve meilleures d'informations possibles. Après, peut-être certains d'entre vous ont peut-être d'autres sites, ils se réfèrent à d'autres plateformes, etc. Mais on va essayer d'être dans le plus pragmatique possible, dans le plus factuel possible, mais en y mettant quand même des données historiques viables, et puis avoir affaire aussi à des bandes de données médiatiques. Ça concerne en fait les vidéos, ça concerne les archives, ça concerne les documents, etc. Donc cette vidéo est en préparation, ne vous inquiétez pas. J'ai bien reçu les bons retours à 100% d'ailleurs de positifs de pas mal de personnes, que ça soit sur X ou que ça soit sur la communauté YouTube. Donc je suis en train de m'attarder à ça. J'ai déjà regroupé les informations dans leur globalité de ce qui sera présenté. Ensuite, je ferai une préparation forcément pour vous présenter tout ça, et ça permettra en tout cas de vous guider au travers donc des différentes informations pour justement celles ou ceux qui débutent en ufologie, celles ou ceux qui aimeraient faire des études basées par exemple sur des faits ufologiques, ou tout simplement pour aussi des enquêteurs chevronnés, etc. Ça permet en fait de reconstituer, si vous voulez, une forme de transmission du savoir. Voilà, donc je voulais juste avant vous en parler parce que forcément j'avais eu des bons retours. Donc on fera cette vidéo prochainement, elle sera bien sûr présente donc dans la section communication. Voilà, donc on va revenir donc sur Echo, donc j'en parlais pour une prochaine vidéo, mais là on va s'arrêter sur le traitement médiatique, sur certains articles, certains retours, un retour plutôt positif donc de ce qui s'est passé. Donc ça sera un UAP News plutôt côté un peu français, mais forcément on va être obligé de s'arrêter aux aventures rocambolesques de Laharo et du docteur Sean Kirkpatrick. Décidément, chaque semaine il y a des nouvelles news donc qui arrivent. C'est vrai que c'est absolument cette histoire est absolument croustillante parce qu'à chaque fois il y a des changements radicaux. Donc là, vous allez voir, on va s'arrêter sur plusieurs sites, on va traiter l'affaire forcément de Laharo. Vous devez avoir déjà certaines réponses. Et puis, on va s'arrêter sur un article de Madame traitant en fait du sujet chez Madame Pasulka, donc qui est experte en sciences des religions. Donc voilà, et puis une autre information qui concerne bien sûr le congrès, la conférence plutôt du Sol, de l'organisation Sol. Donc on verra un petit peu tout ça en détail. Donc c'est une bonne UAP News quand même, bien lourde forcément, chapitrée comme d'habitude. Allez, on va commencer tout de suite donc avec le congrès européen ECHO, qui était consacré à l'actualité des études et des recherches scientifiques relatives donc aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, PAN ou OVNI. Alors c'était du 4 novembre au
dimanche 5 novembre 2023. Donc c'était à la Sorbonne. Voilà, donc un haut lieu universitaire. Il a pour vocation de regrouper donc des experts, chercheurs, personnes de l'aviation civile et militaire, des associations, des organisations du monde entier. Donc voilà. Alors on regarde, on voit tout de suite là sur l'affiche d'ECO, Congrès européen dans l'étude de la recherche des pans. On voit qu'il y avait forcément Jacques Vallée, Avi Loeb, l'astrophysicien, Christopher Mellon, etc. On voit par exemple Michael Vaillant, ex-consultant du GIPAN, etc. Enfin, on voit vraiment des personnalités de tous horizons. Ça a vraiment eu un impact parce que pas mal de médias quand même en ont parlé. Je trouve que ça a été retransmis dans pas mal de médias. Quelques jours après la conférence, c'est vrai qu'ils ont été reçus. Autant Michael Vaillant a été reçu. Donc on fera justement le traitement justement de vidéo des émissions, dont on voit d'ailleurs Michael Vaillant, Luc Dini, etc. a été reçu. Enfin, c'était vraiment d'ailleurs qui était présent donc à ce congrès européen, et on va pouvoir faire un tour, une analyse. Donc au départ là, on va s'arrêter sur plusieurs articles concernant ECO et le retour plutôt positif de cela, qui en fait s'étale, si vous voulez, sur l'étude de l'ufologie en fin de compte, pas que sur le congrès ECO, mais sur l'image que l'on donne de l'ufologie. Donc je suis assez critique habituellement par rapport à beaucoup d'initiatives, mais là c'est vrai que le retour semble plutôt positif. Ça va plutôt moi dans le sens de ce que je prêche de mon côté, de ce que je prône plutôt. Donc on va regarder tout de suite. Alors, on va regarder donc un article. Donc c'est un article du Parisien signé par l'excellent Gaël Lombard. Alors pourquoi je dis l'excellent Gaël Lombard? Pour la bonne et simple raison que le Parisien est un des journaux qui traite le mieux du sujet, sans sensationnalisme, sans dogmatisme, sans y mettre des petits hommes verts partout, etc. Et sans en fait aspect discriminatoire, ou discriminant si vous préférez. Et donc, je trouve que les articles sont plutôt très bons. Donc, il y a eu un bon retour. Il y a eu 2 articles, justement, on va pouvoir les lire. Donc, je voudrais remercier Fukasaku pour justement ces articles. Voilà, c'était un petit remerciement au passage. Voilà, donc on va s'arrêter à cet article du Parisien qui date du 4 novembre 2023, qui est pas très vieux. Donc voilà. Alors Chris Mellon, ex-responsable du Pentagone sur les ovnis, l'hypothèse extraterrestre est crédible. Alors là, c'est la vision de Chris Mellon qui était présent bien sûr à ECO à la Sorbonne. Donc cet ancien pilier du département américain de la défense auprès de Bill Clinton et George Bush est à la tête d'affiche d'un congrès sur les phénomènes aérospatiaux identifiés qui s'ouvre samedi à Paris. Donc c'était bien sûr la conférence, le congrès ECO. Voilà, donc selon cet article, donc jamais la question des ovnis, appelée plus pudiquement phénomènes aérospatiaux non identifiés, n'a été prise au sérieux qu'aujourd'hui, aux États-Unis. Ça c'est vrai. Ce week-end, c'est pourtant bien à Paris, à la Sorbonne, que des experts internationaux du sujet scientifique, pilotes, ingénieurs, se rencontrent pour partager les résultats de leurs recherches. Parmi les intervenants les plus attendus du congrès ECO, Christopher Mellon, secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement du temps du président américain Bill Clinton et George Bush, qui a participé activement aux révélations de ces dernières années. Le sujet des ovnis est devenu récemment beaucoup plus visible aux États-Unis. Même la NASA s'attaque au problème. Pourquoi? Donc ça, c'est la question du journaliste. Donc Christopher Mellon, principalement parce que le Congrès, le Parlement américain, s'en est emparé. Des pilotes de la marine ont persuadé des sénateurs de commissions sénatoriales des forces armées et du renseignement, notamment au moyen de vidéos, que ces phénomènes étaient réels et qu'il y avait des intrusions dans notre espace aérien. Alors, je le dis souvent, on parle d'intrusion, je parle souvent dans mes vidéos, quand vous regardez mes autres vidéos, je parle de sécurité nationale et d'intrusion d'un phénomène dans un espace aérien qui est un territoire avec des frontières. Il y a des frontières au sol, mais aussi des frontières aériennes. Et donc, on parle bien d'intrusion. Donc, à partir de là, on parle bien de sécurité nationale. Et c'est valable, je le rappelle, dans tous les pays, pas que les États-Unis. C'est valable pour la France, l'Allemagne, l'Italie, toute l'Europe, etc. Donc, c'est bien un sujet de sécurité nationale, mais qui en fait, n'est pas obligatoirement américano-centré.
Hein. Ça, je le rappelle, il semble que la France l'ait oublié, ou alors ne l'a pas oublié, mais alors ne nous montre pas les études sur la question ou la surveillance sur la question. Ça, par contre, ça sera un autre débat. Voilà. Donc, est bien réel dans le espace aérien. C'est donc devenu une question de sécurité nationale, etc. Alors, je vais un petit peu baisser le son. Voilà, du micro. Voilà. Donc, alors. C'est donc devenu une question de sécurité nationale et l'un de ses sénateurs, Bill Nelson, est devenu par la suite directeur de la NASA. Ça, on l'avait déjà vu, on l'avait vu, Bill Nelson, à l'époque de la conférence de presse. Quand il y est rentré, il était déjà convaincu qu'il s'agissait d'un problème sérieux. C'est vrai que Bill Nelson considérait que lui, à titre personnel, que c'est sérieux. C'est d'ailleurs pourquoi la NASA s'en empare. Absolument, c'est une percée, c'est une question et la question, excusez-moi, il y a eu des auditions au Congrès et d'autres sont programmées. Est-ce un point de bascule? Absolument, c'est une percée. Cette question était auparavant traitée avec mépris. Hein, vous allez le voir, c'est encore traité avec mépris, même en France. Hein. On le verra dans une autre vidéo, bien sûr, où on traitera de la question médiatique hein, par rapport justement à ces récentes informations. Et c'était presque une hérésie d'en parler au sein du gouvernement ou dans le monde universitaire, ça c'est vrai. Alors plus maintenant. Maintenant, le docteur Avilop de Harvard commence à lui donner une certaine crédibilité, ça c'est vrai. Le gouvernement aussi a vraiment changé de façon de l'aborder, c'est vrai que ça commence à changer. La question est maintenant, d'où viennent ces choses et de quoi s'agit-il? Ça, c'est vrai. Pourquoi les États-Unis sont-ils le seul pays où les politiciens sont préoccupés par les pans? Alors ça, c'est la question du journaliste. Nous avons peut-être davantage d'intrusions dans notre espace aérien et où nous sommes peut-être plus conscients. De plus en plus d'observations sont signalées aux États-Unis, mais quand on regarde les données ici en France, par exemple, il y avait autant d'observations par habitant dans les années 1950 que chez nous. Et votre gouvernement s'implique avec le GEPAN. Oui, enfin bon... le GEPAN, c'est pas non plus les moyens de la haro quand même actuellement. Hein. Le bureau donc, de l'Agence spatiale française, donc NOCNES, il y a une prise de conscience croissante au niveau international. Le gouvernement japonais collecte actuellement des informations, ça c'est vrai, il y a actuellement une prise en compte au Japon. Certains pays d'Amérique du Sud prennent également la question au sérieux. L'Amérique du Sud, le Brésil, il y a un organisme au Brésil, et il y a un organisme officiel donc en Argentine. Hein. Donc lui, il est officiel, c'est un organisme militaire, hein, mais qui publie quand même de l'information. Alors pas toutes, mais qui publie. En 2016, vous avez dit douter que le gouvernement cachait des informations. Alors ça, c'est le journaliste qui lui rappelle certaines choses. Cacher des informations sur les ovnis. Un an plus tard, le New York Times a révélé l'existence d'un programme secret du Pentagone visant à étudier les pans, avec à l'appui 3 vidéos fournies. On s'en rappelle, hein, le Tic Tac, le Gumball et le Go Fast. Donc, qu'est-ce qui vous avait changé d'avis? Donc, c'est vrai qu'il a changé d'avis. J'ai quitté le gouvernement avant la mise en place de ce programme. Quand j'ai commencé à écrire cette question en 2015-2016, j'ai essayé d'aider une organisation scientifique à collecter des fonds pour déployer des instruments permettant de collecter des données. J'ai eu alors la connaissance de ce programme et obtenu beaucoup de nouvelles informations. C'est là que mon point de vue a considérablement évolué. Bon, effectivement, il a évolué comme beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de chercheurs ont évolué, hein, forcément. C'est pas un mal d'évoluer, c'est même bien. J'en ai deux. Donc, quel intérêt donc quel est votre intérêt aujourd'hui à parler publiquement des ovnis? J'en ai deux. Le premier, c'est la sécurité nationale. Logique. Moi, je trouve que c'est tout à fait logique. Je suis préoccupé par ce qui se passe en tant que professionnel du renseignement. C'est logique. Lorsque j'ai été confronté à ce problème pour la première fois, notre gouvernement ne faisait rien. On ignorait complètement le problème. Cela rappelé Pearl Harbor et le 11 septembre, lorsque les agences ne partageaient pas les informations qui auraient pu empêcher ces catastrophes. C'est vrai. Le 11 septembre, si j'avais suivi cette affaire du 11 septembre véritablement en détail, hein, alors c'était encore une autre, ça me concerne la passion et pour les renseignements militaires, et c'est vrai qu'on a découvert en fait que toutes les agences en fait ne collectaient pas entre elles l'information et ne transféraient pas l'information d'une agence à une autre. C'était complètement hallucinant de voir ça. Donc c'est juste, le système était cassé, mais j'ai eu aussi un intérêt presque toute ma vie pour ce sujet d'un point de vue scientifique. J'essaie donc d'informer le public, de l'aider à mieux comprendre le problème, de le sensibiliser. Voilà donc pour ce discours. Hein. Donc cela reste assez risqué d'évoquer ce sujet souvent moqué.
Est-ce que ça vous a isolé? Je savais que ça pourrait m'empêcher d'intégrer à nouveau le gouvernement, ça c'est clair, d'occuper certains postes, mais je sentais que c'était trop important pour être ignoré. Heureusement, la plupart des gens ont été respectueux, en partie parce qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale. Diriez-vous que la plupart des membres du Congrès sont intéressés par cette question ou s'agit-il d'une minorité? Je dirais que la plupart des membres du Congrès sont intéressés ou curieux à ce sujet, c'est bien, mais ils sont également très très occupés et ont d'autres problèmes plus urgents comme le déficit budgétaire. Bon, ça c'est normal, la vie du pays, hein, logique. Les membres des comités parlementaires sur les forces armées ou sur le renseignement sont beaucoup plus informés. C'est normal, beaucoup plus impliqués et ont tendance à être plus préoccupés. Nous avons des données des pilotes de techniciens radars qui rapportent des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne pouvons pas expliquer. Alors, deuxième partie. L'hypothèse extraterrestre est-elle crédible? Alors attendez, là on va voir en fait le point de vue de Christopher Mellon, c'est bien sûr son point de vue personnel. Après, il a des éléments, lui, probants, plus probants par rapport peut-être à ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, chacun a droit à avoir, bien sûr, son point de vue sur la question. Mais on va regarder ça en détail, c'est quand même tout à fait intéressant, hein, pour quand même une personnalité quand même importante. Je crois que oui, nous avons des cas si extraordinaires et si bien documentés pour lesquels nous avons tout simplement pas de bonnes hypothèses alternatives. Pourtant, on en a. Nous avons des données, des pilotes, des techniciens radars qui rapportent des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas expliquer, qui dépassent de loin les capacités de tout ce qui est fabriqué par l'homme. Alors, naturellement, cela pousse à considérer toutes les options. Alors là, c'est vrai que c'est vraiment intéressant, hein, son point de vue est vraiment intéressant. Et on voit en fait la vision de l'ancien responsable du renseignement. Donc un ancien agent du renseignement, David Grush, a affirmé sincèrement que les États-Unis détenaient du matériel d'origine non humaine. Que pensez-vous de ces affirmations? Alors forcément, il parle de David Grush. Je connais David depuis 2018. Je sais qu'il est crédible. Il a occupé des postes où il côtoyait des personnes qui auraient accès à ce genre d'informations si elles existaient. Je sais qu'il est absolument sincère dans ce qu'il croit. Ah, notez bien quand même. Je vous rappelle, notez-le bien. Sa phrase, il y a quand même une prudence. Je sais qu'il est absolument sincère dans ce qu'il croit. Ah. C'est quand même, il faut bien le noter quand même. Je ne sais pas s'il a eu accès direct à des éléments. Non, de toute façon, il ne l'a pas dit au Congrès, hein, qu'il n'avait pas accès direct à ces éléments. De ce que je comprends, ces informations étaient de seconde main. Voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de prudence, en fin de compte, vis-à-vis de David Grush. J'ai moi-même plusieurs sources qui disent la même chose, sans que je puisse présenter une quelconque preuve. Ah oui, ce sont des allégations. Ma position est donc la suivante. Il existe des informations crédibles provenant de personnes crédibles et le Congrès devrait enquêter. Donc, effectivement, il y a des personnes crédibles qui ont une haute crédibilité. Mais on a vu quand même aussi, et ça dans une vidéo, j'en avais déjà fait cas, que l'argument d'autorité, c'est pas obligatoirement une preuve en soi. Hein, c'est pas parce qu'une personne a eu une position haut placée, soit dans le domaine du renseignement militaire au sein d'un gouvernement quelconque, que obligatoirement c'est crédible. Il faut un moment du factuel, enfin, il faut des éléments. Parce que c'est vrai que à ce niveau-là, tout le monde peut se permettre de dire tout et n'importe quoi, et sur plein de domaines, pas que sur l'ufologie. Donc il faut faire quand même attention à cet argument d'autorité. Je l'explique bien dans certaines vidéos, dans ma vidéo justement sur la croyance. Donc il faut faire attention à ça. Il y a des gens qui ont tendance à abuser de leur argument d'autorité, hein, du fait qu'ils ont eu en fait des places importantes. Pourquoi les États-Unis auraient caché de telles informations pendant des décennies? Si c'est le cas, peut-être par peur de la réaction du public. Imaginez que vous êtes le président des États-Unis et qu'on vous dise qu'on a trouvé une chose dans le désert dont on dirait qu'elle vient d'un autre système stellaire ou d'une civilisation différente. Qu'allez-vous faire? Allez-vous tenir une conférence de presse et dire que les extraterrestres sont ici, mais que nous ne savons pas d'où ils viennent, que nous ne pouvons y rien faire et bonne journée? Aucun président ne voudrait faire cela, c'est clair. Vous allez effrayer les gens, ça c'est évident, et vous ne pourrez pas garantir que vous allez les protéger. Ben non, parce qu'il n'y a aucune garantie de protection en fin de compte. Dans les années 40-50, lorsque
tout cela est censé avoir commencé, il y avait beaucoup plus de films d'extraterrestres effrayants. C'est vrai, la science-fiction, je me souviens de la science-fiction, le jour où la Terre s'arrêta, même si c'est pas obligatoirement l'extraterrestre le plus effrayant, mais l'invasion vient de Mars, c'est des extraterrestres effrayants dans les années 50, ce film, bon voilà, ils envahissent les États-Unis, la planète, voilà, la guerre des mondes, hein, par exemple. Donc c'est vrai que c'était plus effrayant. Donc je pense que les gens de cette époque, plus qu'aujourd'hui, auraient pu être paniqués. C'est possible. Le leader de la majorité démocrate au Sénat, donc la question, veut davantage de transparence sur d'éventuelles informations concernant des technologies inconnues. Son amendement a-t-il une chance d'intégrer la loi américaine ? Le fameux amendement Schumer. Absolument. Il a déjà été adopté par les sénateurs et maintenant les deux chambres doivent parvenir à un accord sur le texte. Le projet de loi doit ensuite être voté avant d'être soumis au président par signature. Il faut savoir que c'est bien le président qui donne sa dernière signature sur cet amendement. Il se peut qu'il soit légèrement modifié. Ça, c'est par rapport au service de renseignement et le Pentagone, suite aux réunions qu'ils avaient eues. Donc une modification des textes. Mais je pense que l'amendement a de très bonnes chances d'être adopté. Quelles seraient les conséquences ? L'une des dispositions clés est la création d'une commission présidentielle qui examinerait les dossiers des agences liés au phénomène aérospatiaux non identifiés et dont les membres recommanderaient au président de déclassifier les documents dont ils pensent que le public a le droit de savoir. Donc voilà donc pour cette interview sur le Parisien, donc en date du 4 novembre, bien sûr, Chris Mellon. Nous allons passer tout de suite au retour justement de ce congrès éco avec un autre article. Donc, alors pareil, quand les ovnis s'installent à la Sorbonne, on veut démocratiser le sujet. Alors, ça date du 5 novembre, donc du lendemain justement de l'interview de Chris Mellon. On continue toujours, c'est toujours avec le Parisien, c'est toujours avec Gaël Lombard, toujours aussi excellent. Donc quand les ovnis s'installent à la Sorbonne, on veut démocratiser le sujet. Le temps d'un week-end, physiciens, pilotes, ingénieurs et passionnés ont partagé leurs recherches dans un auditorium de l'université parisienne, un lieu où les phénomènes aérospatiaux identifiés ne sont habituellement pas une odeur de sainteté. En odeur de sainteté, c'est vrai, dans le milieu universitaire, alors particulièrement français. Alors on voit que ça a changé parce qu'il y avait, on l'avait vu avec, je crois que c'est l'université de Strasbourg, il me semble, mais on avait vu avec OSINT, etc., que le sujet commence à être traité dans le milieu universitaire. Mais là, aux États-Unis, c'est 10 fois plus démocratisé. Actuellement, il y a de plus en plus d'universités qui s'intéressent au phénomène, au traitement du phénomène, à la vision du phénomène, à l'aspect scientifique du phénomène, l'aspect sociologique, etc., l'aspect éthique. Et c'est vrai qu'en France, c'était pas en odeur de sainteté, c'était complètement mis donc sous le sceau de la croyance, sous le sceau directement de la sociologie. Donc c'est vrai que c'est d'avoir eu un congrès comme ça à la Sorbonne, c'est quand même quelque chose. C'est vrai que j'avoue que c'est un gros effort. Mais c'est bien que le milieu universitaire, et d'ailleurs c'est son rôle aussi, c'est son rôle d'étudier un phénomène que ne comprend pas, et de ne pas obligatoirement le rejeter, mais c'est le rôle du milieu universitaire, comme c'est le rôle du scientifique. Et puis c'est le rôle aussi dans le cadre de la transmission du savoir, dans la fameuse relation entre la relation démocratique entre science et société que je répète souvent. Donc c'est bien, là c'est mon point de vue par rapport justement à ce qui s'est passé à la Sorbonne. Donc il faudra à l'avenir que plus d'universités, grandes universités françaises, abordent ce sujet en faisant des auditoriums, en faisant des grandes séances de réflexion sur le sujet avec des étudiants, des futurs scientifiques, des futurs chercheurs, etc. De façon à créer une nouvelle catégorie de chercheurs, une nouvelle génération de chercheurs, la génération de l'ufologie dynamique, comme on dit, et puis qu'il y ait justement cette vraie démarche d'étude
et puis que ça devienne un sujet d'étude scientifique comme tout autre sujet d'étude scientifique en fin de compte. Donc voilà. Alors on va revenir à l'article. C'était il y a bientôt 6 ans, le New York Times se révélait l'existence de programmes secrets du Pentagone, donc la ATIP, consacrée à l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Une enquête inattendue qui a fait l'effet d'une bombe, alors que la presse était jusque-là réticente à aborder le sujet. C'est un peu comme se retrouver à la Sorbonne pour parler des ovnis. Un rêve, glisse aujourd'hui malicieusement Fabrice Bonvin. Bah oui, Fabrice Bonvin a tout à fait raison. C'est un peu un rêve. Parler des ovnis à la Sorbonne, c'est vrai que c'est un peu la finalité, hein. Voilà. Et la finalité plus ou moins, parce que ça pourrait être débattu à l'Académie des sciences, en fin de compte. La vraie finalité, même si dans le milieu universitaire, c'est vrai que on a attendu pendant des décennies d'avoir un sujet abordé comme ça, en plus dans un haut lieu de transmission du savoir. Il faudrait voir au niveau de l'Académie des sciences, parce que la vraie finalité, ce serait que l'Académie des sciences s'empare de cela. Et là, oui, alors là, là, il y aura un déblocage total. Déblocage dans toutes les institutions scientifiques et déblocage dans tout le milieu universitaire français. Si l'Académie des sciences s'empare du sujet, les conséquences du point de vue de la recherche seraient énormes en France. Alors, les militaires seraient peut-être pas contents, parce qu'ils aiment bien garder le dossier, mais là, d'un point de vue démocratique, ça serait véritablement absolument énorme, hein. Donc l'impact dans le domaine de la recherche, l'impact pour influencer, comme je disais, les futurs chercheurs, les futurs étudiants, etc., les futurs concepteurs, etc. Mais imaginez si l'Académie des sciences faisait ça. Pour moi, la finalité, c'est un peu ça. Alors le rêve a été abouti à la Sorbonne, mais la vraie finalité, c'est l'Académie des sciences, en fin de compte. Donc vraiment le synchro-saint de la science académique. Donc voilà, alors tout arrive, c'est effectivement dans un auditorium de l'université parisienne, sur le campus Marie-Pierre Curie, qu'il a retracé samedi les relations tumultueuses entre les Américains et le gouvernement, sur ce qu'on baptisa jadis soucoupe volante. Cet ufologue psychologue de formation, responsable de ressources humaines d'une municipalité suisse, faisait partie d'une douzaine d'intervenants invités et présentés le temps d'un week-end devant près de 500 participants, leur recherche sur une discipline jugée encore souvent peu académique. Ben oui, justement, je parlais de l'Académie des sciences et de la science académique concernant le sujet. Elle est encore trop peu. Alors aux États-Unis, ça s'est nettement démocratisé, mais la France, en Europe, particulièrement en Europe, il y a encore beaucoup de blocages, hein. Je le disais, il faudra des années avant véritablement que ça soit accepté. Donc, temps fort pourtant de ce congrès international, la vidéoconférence d'un professeur Harvard Avilob, lequel ne craint pas de bousculer de ses pairs, ça c'est clair, en évoquant d'éventuels visiteurs venus de loin. Alors lui, il y va direct de toute façon, Avilob, mais enfin bon, c'est pas n'importe qui non plus. L'astrophysicien raconte l'expédition qu'il a menée en juin dernier dans le Pacifique pour retrouver des fragments laissés en 2014 par ce qui pourrait être le premier météore interstellaire, c'est-à-dire provenant d'un au-delà du système solaire. Thèse qui divise les experts, mais soutenue par le Pentagone. Son équipe a depuis rapporté une cinquantaine de suspects microscopiques, hein. Ça, on en avait déjà parlé dans une vidéo. Cela pourrait être d'origine naturelle, prévient le chercheur. Il annonce toutefois un autre voyage pour chercher le plus gros morceau et tenter de déterminer si l'objet est artificiel ou non. Dans le public, on l'interroge sur les isotopes, comprendre les versions d'atomes, identifier dans les fragments. Un échange de haut vol, loin des images d'illuminés, souvent plaquées sur les passionnés d'OVNI, qu'ils soient ou non convaincus de leur nature extraterrestre. Ben oui, c'est ce que je disais. Le retour de la conférence du congrès ECHO a été positif, et je l'ai vu d'ailleurs, j'ai réagi sur X, parce que justement, c'est une leçon donnée aux États-Unis. Alors là, en matière de communication, c'est justement le contraire. Là, sur cet aspect, c'est-à-dire que en France, il s'est passé quelque chose de très sérieux et pas traité dans les habituels congrès, forums, auditoriums, etc. aux États-Unis, avec des t-shirts I want to believe, des tasses avec des aliens. Des choses liées au sensationnalisme. Et justement, des Américains soulevés sur X par rapport à Echo, ils disaient regardez ce qu'ils ont fait ici en France, c'est une véritable leçon qu'ils nous donnent en termes d'image.
Parce que là, on était vraiment loin de l'image, et d'ailleurs, je m'en suis félicité sur X, je l'ai écrit sur X. Pourtant, je suis très critique, et certains d'entre vous le savent. Et là, là, c'est plutôt la démarche de l'ufologie dynamique, par exemple. J'en parlais dans les années 2010, 2009, jusqu'à même 2014. Tous les travaux de communication sont ce qui est là a été présenté là sont en fait des travaux de communication que nous on voulait en finalité en fin de compte. On voulait ça en finalité. À l'époque, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est possible. Alors, et ça, je m'en félicite. C'est pour ça que je me félicite parce que c'est justement l'image que j'ai toujours souhaité donner de l'ufologie par rapport à ce qui s'est passé à Echo. Donc voilà. Alors, pour revenir donc encore trop de stigmatisation. Alors là, c'est toute la partie encore trop de stigmatisation. Ça, on le verra dans une autre vidéo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, concernant le traitement médiatique. Des fois, ça c'est du point de vue plutôt télévisuel. Vous allez voir, c'est des fois pas terrible. Donc, cette question de la ridiculisation du sujet surgit lors d'une table ronde. Si j'étais resté en France, je n'aurais pas eu l'opportunité de faire ce que je fais, affirme Jacques Vallée, astronome et informaticien de 84 ans, qui a infatigablement documenté des cas d'OVNI, un pied dans l'Hexagone, un pied dans les États-Unis, jusqu'à inspirer un rôle de Steven Spielberg dans Rencontre troisième type. Donc, on se souvient, joué par François Truffaut. Donc, je vous conseille de revoir le film encore. On s'en lasse pas. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de significatif sans être attaqué. Donc, philosophe Christopher Mellon, ancien secrétaire adjoint américain à la défense pour le renseignement, tête d'affiche du Congrès. Pour Christian Van Hecht, pilote de ligne néerlandais, qui dit avoir été témoin en vol de phénomènes étranges, la stigmatisation est artificielle. Il explique que ses confrères s'astreignent eux-mêmes au silence par peur de moquerie. Donc c'est exactement pareil dans le milieu scientifique parce que, et dans le milieu universitaire. Parce que il y a énormément de scientifiques en France et énormément d'universitaires qui s'intéressent aux ovnis. Mais ils s'y intéressent secrètement. Ils se cachent. Ils ne sortent pas le mot ovni ou même phénomène aérospatiaux non identifié. Même pas ça. Il y a en France, dans beaucoup d'universités, beaucoup d'institutions scientifiques, probablement des gens dans leur bibliothèque qui ont beaucoup de livres sur les ovnis. Bon, moi je le sais, j'ai eu l'occasion d'avoir au téléphone un scientifique qui a toujours caché qu'il s'y intéressait, puisque lui il avait été témoin d'un phénomène, et il disait, mais heureusement que j'en parle pas, parce que sachant qu'en plus il avait une société d'électronique qui travaillait pour l'armée. Si j'avais commencé à parler des ovnis, je perdais tous mes contrats. Et puis de toute façon, moi en tant que scientifique, je parlerai du crédit auprès même de mes amis, auprès des gens autour de moi. Donc effectivement, c'est les pilotes effectivement vivent ça. Et d'ailleurs, on se souvient du cas Jean-Charles Duboc, la F94, qui l'avait dit, qui n'en a parlé qu'à la retraite, parce que si forcément il l'avait dit pendant à l'époque, s'il avait expliqué son témoignage à l'époque, il aurait eu les moqueries, il aurait peut-être même plus volé sur un avion. Donc j'ai reçu une centaine de récits sur mon site internet, dont certains étaient très touchants. Donc ça, c'est ce monsieur-là, le pilote de ligne. Donc voilà. Donc Luc Dini. Alors justement, on parlera de Luc Dini dans la prochaine vidéo, puisque justement, on va le voir dans mon prochain traitement médiatique. Donc Luc Dini, ingénieur en construction aéronautique, jure que déclarer une observation aux autorités ne provoquera pas de colibé. Ça, c'est vrai. Vous allez à la gendarmerie, il n'y a pas de souci. Chaque citoyen français qui serait témoin d'un tel phénomène a la possibilité de donner son témoignage à la police, à la gendarmerie et ou au GEPAN. Bon, vaut mieux passer par la gendarmerie au départ. Donc voilà. Donc le bureau du CNES. Quand on est pilote, ce serait plus compliqué selon Christian Van Hecht. Le problème majeur, c'est que l'on n'a pas de système international pour apporter des cas. Et le commandant du 747 d'expliquer que sur ces 4 observations de pan déclarées, ce qui est beaucoup, les contrôleurs aériens n'ont su que faire de 3 d'entre elles. Bah, ils ne savent pas quoi faire. Parce que la problématique, si vous voulez, c'est ce qui se passe en Europe. Et là, on peut parler de l'Europe en particulier, parce que les États-Unis, là, ça commence à se centraliser.
donc au point de vue de la prise en compte des témoignages. En Europe, ça ne se centralise pas. On n'a pas de plateforme spécifique. La FAA n'est pas reliée à un organisme européen qui est chargé d'étudier justement ce type de cas et d'enregistrer ce type de cas. Donc ils ne savent pas quoi faire. En fin de compte, on est coincé actuellement. On est coincé en France. Le GEPAN n'a pas de moyens. Donc ça, on le sait qu'ils n'ont pas de moyens. Je crois que leur budget est à peu près de l'ordre de 150 000 euros l'année, avec les salaires en plus des gens qui y travaillent. Et donc, on n'a pas grand-chose, si vous voulez. On n'a pas de plateforme qui puisse en Europe, qui puisse enregistrer ce type de cas. Un peu comme le NARCAP aux États-Unis, mais le NARCAP, c'est un organisme indépendant. Donc, il faut un organisme officiel aux États-Unis. Là, ils sont en train, par exemple, avec la FAA, de se mettre tous en concertation, tous en lien, pour pouvoir que tout le monde puisse enregistrer les cas entre la NASA, la FAA, l'organisme rattaché au Pentagone, etc. En Europe, il n'y a pas. Donc, il le dit très bien, les contrôleurs aériens n'ont su que faire de ces trois cas des trois d'entre elles, donc des observations. Il faut s'accrocher. Organisatrice de l'événement, Sarah Wintenheim espère qu'il contribuera à démocratiser le sujet, c'est ce qu'on souhaite, et à faire qu'il soit moins moqué. Vous allez voir, c'est pas tout à fait. Alors, c'est vrai d'une partie du traitement médiatique qu'on fera dans une prochaine vidéo, c'est vrai qu'il est moins moqué, mais c'est encore la dent dure quand même. La France, il y a encore un peu de travail à faire. Donc, dans les rangées de l'auditorium, un public hétéroclite, assiste patiemment à chacune des interventions. Revendiquant une vie spirituelle intense, Véronica, 42 ans, enseignante à Noisy-le-Grand, ne se voyait pas manquer l'événement. C'est tout le monde, en fin de compte. C'est un peu toutes les couches de la société, mais j'ai remarqué que les gens qui s'intéressaient au phénomène, et là c'est un point de vue sociétal, point de vue sociologique, ce sont des gens très curieux dans la vie. Ce sont des gens. Souvent, on a associé en fait aux gens qui s'intéressaient au phénomène à des ignares. On pensait. Certains pensaient et le pensent encore. Il y a certains groupements ultra rationalistes qui pensent encore que ce sont des ignares qui s'intéressent à ce sujet. Pourtant, ce qui s'est passé à ECHO, c'est pas le cas. Et puis quand on regarde en fait tous les gens qui s'intéressent à ce sujet, qui ont beaucoup de livres sur la question, ce sont des gens qui ont fait beaucoup d'études, ou ce sont des autodidactes. Souvent, ce sont des gens qui sont curieux de la nature, curieux de la vie en général, curieux vis-à-vis de la science. Ce sont des gens plutôt ouverts, ce sont des gens qui lisent. Et on n'est pas comme certains voient celui qui s'intéresse ou celle qui s'intéresse à ce sujet comme des espèces d'idiots qui voient des extraterrestres partout. En fin de compte, c'est les ultra-rationalistes qui sont en retard. En fin de compte, ils pensaient qu'ils avaient de l'avance, mais aujourd'hui, je dirais qu'ils ont un retard considérable. Et en plus, ils sont en train d'être rattrapés, mais à une vitesse à tous les niveaux, en fin de compte. Pourquoi ? Parce que la science s'y intéresse tout simplement. Donc Christophe, 55 ans, dont 10 ans dans l'aéronautique, a lui fait la route depuis l'Orient. Il faut s'accrocher, réagit-il, à la suite d'un exposé de physique particulièrement ardu. Une centaine d'autres sont venus de l'étranger pour applaudir les intervenants. Mathieu, réalisateur de documentaires âgé de 40 ans et berlinois d'adoption, estime que ça valait le coup étant donné le peu d'événements de type en Europe. Ça, c'est vrai. Et c'est une bonne excuse pour voir Paris. Bah oui, c'est une bonne excuse pour aller voir la belle ville de Paris, ça c'est clair. Donc un très beau congrès, vraiment je me félicite du retour, et puis je me félicite du travail du Parisien sur la question, le Parisien qui à chaque fois nous fait de très bons articles. Donc continuez à faire ça, il n'y a pas de sensationnalisme, c'est neutre, c'est agnostique, c'est vraiment la démarche que j'ai toujours suivi, c'est cette démarche-là, et il faut absolument que des médias fassent exactement la même chose. Donc voilà pour la couverture de la conférence ECHO, mais on va avoir aussi un autre retour de la conférence ECHO, qui est un retour aussi positif. Donc toujours dans le cadre du traitement de l'information française
dans le domaine de l'ufologie. Et il s'agit de Futura, du site Futura, donc qui parle de sciences, santé, technologie, planète, etc. Donc voilà, alors eux, ils se sont intéressés aussi forcément au retour de la conférence ECHO. Donc c'est un article du 4 novembre aussi, justement dans le cours de ce congrès, donc le 4 novembre 2023 par Rémi Descours. Donc là, c'est Mickaël Vaillant, qui d'ailleurs était présent à ce congrès. Mickaël Vaillant sur les traces des ovnis, une majorité des phénomènes inexpliqués évoluent à 6000 mètres. Alors, on va regarder, Futura donc s'intéresse justement à cette question sans sensationnalisme, puisque Futura parle aussi de science, très sérieusement, de santé, etc. Pas du tout, nous sommes toujours pas dans le cadre du sensationnalisme, c'est du sérieux, donc du factuel. Voilà, à l'occasion du premier congrès européen sur les phénomènes aérospatiaux identifiés, donc le 4 et le 5 novembre, nous avons interviewé Mickaël Vaillant, spécialiste de la question. Il aborde plusieurs questions liées à la technologie et à l'observation de ces phénomènes, et explique qu'il n'y a pas d'hypothèse précise sur la technologie de ces phénomènes. Ça, c'est vrai, car il manque des éléments matériels exploitables. Oui, il y a des éléments matériels. Bon, on a des éléments radar, mais alors ça reste une matérialité quand même, l'élément radar, mais il nous faudrait encore un petit peu plus d'éléments. Donc il souligne également que l'utilisation de la data science, et ça c'est son domaine, et de la phénoménologie peut contribuer à une meilleure compréhension de ces phénomènes. C'est vrai. Donc un congrès qui ouvre la voie d'une meilleure connaissance des ovnis. Futura. Quelles sont les hypothèses sur la technologie des PAN vous présenterez lors de ce premier congrès européen? Alors ça c'était avant la présentation de Monsieur Vaillant. Donc autre question, la data science et le phénoménologie participent-elles à une meilleure compréhension de ces phénomènes? Donc on va voir à peu près ce qu'il a répondu. Alors, on va voir tout de suite. Donc, Mickaël Vaillant s'exprimera à l'occasion du premier congrès qui se tient week-end à Paris et duquel seront présents plusieurs experts, chercheurs, personnels de l'aviation civile. Voilà, un congrès qui ouvre la voie à une meilleure connaissance des ovnis. Ce premier congrès européen sur les ovnis est organisé dans un contexte plutôt favorable. Donc, on va lire l'interview. Voilà, on descend un petit peu. Donc, quelles sont les hypothèses sur les technologies des PAN que vous présenterez lors donc de ce premier congrès européen? Donc aucune. Alors j'aime bien parce qu'il le dit aucune. D'une part, je ne suis pas physicien. D'autre part, pour travailler sur de telles hypothèses, il faudrait disposer d'éléments matériels exploitables. Or, qui met à disposition des éléments matériels exploitables sur les PAN non identifiés aujourd'hui? Personne. C'est vrai. Les rares physiciens ayant tenté de s'aventurer sur cette question ont réalisé des liens à partir des éléments descriptifs fournis par les témoins sont généralement cités. Disparition, apparition instantanée, accélération instantanée, vitesse hypersonique, phénomène transmédium, pouvant donc se mouvoir à la fois dans l'air, dans l'eau et en suspension sans mouvement. Nous pouvons citer Jean-Pierre Petit et Jacques Sarfati sur le Warp Drive, qui tous deux ont travaillé sur le concept d'énergie négative, mais selon des approches différentes. Leurs travaux sont considérés comme spéculatifs et toujours en recherche de légitimité scientifique, faisant face à de nombreuses critiques. Futura. La data science et la phénoménologie participent-elles à une meilleure compréhension de ces phénomènes? Mickaël Vaillant. Oui, je m'intéresse personnellement à la data science et à la phénoménologie qui dessine ces phénomènes, comme moi en fin de compte, en travaillant sur un très grand nombre de cas rapportés par des témoins. J'ai dressé des émergences, un portrait robot de l'activité de ces phénomènes. Mon objectif est de déterminer si ces phénomènes dessinaient un comportement cohérent dans le temps et dans l'espace qui échappe à l'aléatoire et puisse être modélisable, soit prévisible. Ah, il veut prévoir l'apparition. Donc, ok. Alors, c'est des travaux, il y avait des travaux au départ qui avaient été faits dans les années 70-80 sur la question, mais là, ça a l'air d'être quand même plus concret. Donc, réponse qui est positive et que je détaillerai lors du congrès. Donc, dans tous les cas, il est important de la rappeler que ces phénomènes inexpliqués que l'on tente de comprendre et d'analyser ne peuvent et ne doivent être réduits à une unique explication. C'est vrai. Nous trouverons derrière ceci une profusion de phénomènes d'origine et de nature différentes, pas nécessairement technologiques, mais aussi naturelles. C'est vrai, ça ouvre le champ, je suis entièrement d'accord avec Mickaël Vaillant, le champ de l'étude
nous ouvre à plein de perspectives. Pas obligatoirement technologiques, pas obligatoirement matérielles. Ça peut être effectivement quelque chose de... pour d'autres cas, hein. Il y a bien sûrement d'autres cas où il y a des phénomènes naturels, effectivement, que l'on ne connaît pas, hein, qui sont encore invisibles pour la science. Mais ça nous renvoie vers des futurs progrès conceptuels, des futurs progrès analytiques de la recherche scientifique pour découvrir peut-être des nouvelles sources d'énergie, des nouveaux phénomènes voilà, qu'il y a dans le ciel qu'on ne connaît pas, et c'est intéressant. C'est aussi intéressant. Donc en fait, c'est un large spectre en fait cette étude. Certaines vidéos montrent des phénomènes à la limite, voire qui les dépassent, des capacités technologiques et certaines lois physiques connues. Qu'en pensez-vous? Ces vidéos soutiennent l'idée que des phénomènes inexpliqués sont à l'œuvre et qu'il ne s'agit pas de simples spéculations ou d'hallucinations de témoins. Elles devraient nous encourager à la recherche des explications sur la nature de ces phénomènes. Bah oui, à partir du moment qu'on a des éléments probants comme des vidéos ou certaines photographies, on va dire, authentiques, effectivement, il faut s'interroger. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'objet qui part de 0 à 4000 km/h? Qu'est-ce que c'est? On veut savoir, c'est entièrement normal. Et d'ailleurs, c'est une démarche scientifique comme une autre. Donc, cependant, même une excellente photo ou vidéo pourra toujours être sujette à critique. Bah oui, sur ces phénomènes, limite nos préjugés, voire nos croyances. Sur ces phénomènes, limite nos préjugés, voire nos croyances individuelles. Pour ou contre sont sollicités et interfèrent avec notre analyse critique. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester agnostique, qu'il faut rester en dehors du champ de la croyance. Pour justement, et d'ailleurs, il en parle, que ça n'interfère pas, que ça ne parasite pas, si vous voulez, qu'il n'y ait pas un effet parasite lié à votre conviction personnelle que vous pouvez bien sûr avoir, votre croyance personnelle que vous pouvez avoir, mais il faut garder absolument le champ à la liberté de l'esprit, hein, liberté de l'esprit qui ne soit pas en fait parasité ou quelque chose interfère en fait dans votre étude, dans votre recherche. Donc il faut faire attention à ça. Donc c'est vrai que moi j'aime bien cette approche. Donc alors chacun y va de sa subjectivité et c'est ce que l'on observe, c'est vrai. C'est ce que les analyses réalisées sont souvent partielles et procède par réduction ou amplification de l'information. Ça, c'est ce qu'on a vu par exemple dans le traitement de l'ufologie pendant des décennies. Il y a une amplification de l'information. On en avait déjà parlé dans l'histoire de l'ufologie, que c'est vrai qu'il y a une amplification des faits qui ont été rapportés soit par des médias, soit par des ufologues, soit par des associations, etc. Une partie de mon travail en tant qu'expert en data science et au GIPAN a été de mettre au point des outils méthodologiques pour l'analyse de ces phénomènes qui nous obligent à évoluer de manière qualitative, à charge et à décharge, et quantitative, ensemble des éléments observables. Donc ceux qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas lorsqu'une observation est confrontée à une hypothèse. Un outil logiciel d'analyse automatique a été développé. Pour ceux que ça intéresse, il sera prochainement mis à disposition du public sur le site uapicheck.com. Donc c'est le site de monsieur Fabrice Friscourt, je crois. Donc chacun pourra vérifier de manière rapide la nature d'une observation qui lui semble curieuse. Donc ça c'est intéressant. Donc Futura. Étant donné que chaque point de la Terre est observé dans différentes longueurs d'onde en permanence ou quasi-permanence, je m'étonne qu'aucune image satellitaire n'ait pu observer un de ces objets ou sa contrepartie, quelle que soit la longueur d'onde. Qu'en pensez-vous? Il est évident que l'homme tisse une grille de capteurs autour de la planète et qu'au cours du temps, cette grille sera de plus en plus densément maillée, qu'elle laissera de moins en moins de phénomènes inconnus échapper à notre détection. C'est vrai. Cependant, nous sommes encore loin de cet objectif idéal d'une couverture permanente et globale du globe. Il y a le problème de la résolution temporelle. Les satellites généralement ne filment pas mais prennent des photos et entre chacune, il peut s'écouler 1 heure voire plus. Bah oui, c'est le problème du satellite. Le satellite ne va pas filmer en direct, c'est pas vrai. Il va prendre des photos, mais il y a une temporalité. Dans cette temporalité, il peut y avoir une observation.
Et cette observation n'a pas été prise en photo, n'a pas été filmée, tout simplement. Donc c'est vrai. Il faut alors un sacré coup de chance, donc c'est un coup de chance, hein, c'est vrai, sur un instantané pour observer quelque chose. De plus, il y a le problème de la résolution spatiale. Depuis l'espace, une grande majorité des télescopes photographient à de très faibles résolutions et sont incapables de résoudre une voiture ou un avion. Typiquement, vous ne verrez rien sur une photographie prise par un satellite météo. Les satellites qui observent de près, inversement, ne peuvent couvrir que des petites zones de territoire et coûtent cher à opérer. Bah oui, ça c'est clair, à l'utilisation. Donc, in fine, il n'existe à ce jour aucun programme de surveillance continue satellitaire du globe qui pourra répondre à ce besoin. D'après l'ARO, là justement il en parle, une majorité des phénomènes inexpliqués constatés évoluent à 6000 mètres et correspondent à des sphères sans signature thermique et à de faibles dimensions. Elles seraient quasi invisibles depuis le sol, même avec de bons yeux. Donc ça, il renvoie en fait le discours du docteur Kirkpatrick qui parlait de ces fameuses sphères. Si vous regardez un de mes anciens UAP News, je parle justement des déclarations du docteur Kirkpatrick qui dit qu'en fait qu'il y a des sphères qui sont observables à peu près à 6000 mètres d'altitude, qui vont de 0 à 2000 km/h d'un coup, qui s'arrêtent, qui reprennent, et c'est extrêmement difficilement observable. Voilà. Et puis en plus, c'est difficilement captable en même temps, même d'un point de vue optique. Hein. Ça n'a pas l'air d'être simple. Donc une majorité de phénomènes inexpliqués constatés évoluent donc à 6000 mètres. Donc voilà, pour les résoudre, il faut disposer d'une constellation de satellites pour observer et filmer en haute résolution la planète en continu, avec une résolution inférieure de l'ordre de 20 cm. Le volume de données serait aussi considérable que le coût, j'imagine. Mais cela viendra possible parce que la NASA est en train de réfléchir à l'évolution de ses capteurs et commence à utiliser ces capteurs satellitaires à la recherche de ces ovnis. Et ça va venir l'année prochaine. Il y a aussi un gros projet normalement qui devrait en fait être établi, c'est l'utilisation, j'en avais déjà parlé, des observatoires modaux. Donc observation à partir du sol, à partir d'observatoires. Donc un nouveau réglage de certains observatoires pour observer à certaines altitudes, mais pas trop loin. Hein. Et puis, donc l'utilisation des satellites par la NASA de façon à recalibrer en fait un ensemble de capteurs optiques, façon à essayer de capturer un maximum d'éléments concernant ce phénomène. Donc, sans oublier la question des longueurs d'onde accessibles, nous pouvons spéculer que certains de ces phénomènes pourraient disposer de technologies avancées. C'est possible. Du moins certains phénomènes semblent en tout cas avoir des technologies avancées, peut-être militaires comme l'invisibilité optique, et donc il faut pouvoir réaliser ces observations dans plusieurs longueurs d'onde simultanément. Futura, pourquoi ne pas essayer de les observer depuis le sol ? 6000 mètres, ce n'est pas si haut pour nos moyens technologiques d'observation. Effectivement, plutôt que l'espace, quelque chose de plus raisonnable serait de s'appuyer sur un programme d'observation du ciel depuis le sol. L'homme a traditionnellement été réticent à rechercher des technosignatures autour de la Terre en préférant regarder très loin l'espace. Ça c'est vrai, ça a toujours été le problème en fin de compte. Une autocensure étrange, comme quand on connaît le nombre de phénomènes inexpliqués rapportés par les témoins et non résolus. Heureusement, des programmes à base de caméras opérant dans plusieurs longueurs d'onde émergent, comme celui de Galileo à Harvard, mené par le professeur Avilov. Mais il devait y avoir un projet de caméra grand angle en France et ça n'a pas eu lieu parce que ça coûte trop cher, tout simplement. Et c'était en fait une idée, c'était uniquement de la prospection, mais sur une idée prospective, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire parce que pour faire ça, il faudrait soit des crédits du gouvernement, des crédits de l'État. Donc est-ce que l'État, sur la base d'une université française, on installe des caméras à grand angle pouvant filmer de 0 à 10 000 mètres d'altitude de façon à pouvoir identifier ce que c'est partout en France, ça coûterait très cher. En dehors de ça, il faudrait un organisme indépendant, donc là un organisme privé avec des mécènes pour pouvoir le faire. Et ça coûterait très cher. Et en plus, il faudrait des résultats très rapidement. Forcément, si c'est privé,
il faut en tirer une partie technologique. Donc le problème, c'est que il faudrait des résultats très rapides. C'est le problème, c'est qu'il faut de l'argent. Donc c'est comme tout, et puis il faut aussi le courage, hein. Il faut aussi le courage pour pouvoir le faire. Donc Futura, qu'en pensez-vous l'idée d'un rapport d'experts publié récemment et préconisant que la NASA utilise l'infrastructure spatiale existante, on en parlait justement, et ses archives pour essayer d'imaginer et observer une contrepartie de ces phénomènes? C'est une piste pour l'avenir, avec des constellations de satellites qui seraient spécifiquement conçues pour l'observation de la Terre et en continu à haute résolution. Alors ils sont en train de les modifier, en fait. Il y a un travail, il y a des travaux de modification, de résolution, etc. La NASA veut utiliser absolument certains satellites pour pouvoir essayer de capter un maximum d'ovnis. Donc actuellement, c'est sur les satellites actuels. Donc il faudrait peut-être en lancer d'autres pour qui soient vraiment en fait adaptés pour ce type de travaux, de recherche. Mais actuellement, c'est vrai qu'il y a une utilisation des capteurs optiques avec certains principes technologiques pour essayer de capturer ces phénomènes. Donc si nous devions utiliser les moyens existants, je serais plus dubitatif. Par chance, nous trouverons peut-être des aiguilles dans une motte de foin qui constituent les images satellitaires. Mais elles seront certainement résolues à l'image de quelques pixels, donc discutables, et toujours réductibles à des artefacts, c'est clair. Pourrait-on en retirer quelque chose de scientifique? J'en doute. Mais nous n'écartons pas l'idée d'une heureuse découverte. Non, il faut... Voilà. Signalons à ce propos Béatrice Villaroel, astronome à l'Institut nordique de la physique théorique, qui s'est ainsi engagée dans la tâche de bénédictin consistant à extraire des anomalies lumineuses apparaissant de manière synchrone sur des vieilles plaques photographiques qui pourraient, selon ce principe, pour être étendus à des niveaux de projets d'observation comme ExoProbe. Alors ça, c'est des projets. Alors, donc voilà pour cet article. Alors vraiment intéressant. Moi, j'ai trouvé ça véritablement intéressant. Après, il y a d'autres articles forcément. Donc voilà pour l'interview de Michael Vaillant. Et il y a donc toujours dans le cadre des cours, on va continuer encore. C'est un petit, alors c'est toujours sur Futura, un petit interview de Jacques Vallée, mais très petit. Hein. Mais il a accordé quand même, donc un petit interview à ce site. Donc au congrès sur les ovnis, Jacques Vallée, l'un des grands spécialistes de l'ufologie, répond aux questions. Alors ça c'est bien. Hein. Dans la communauté ufologique, Jacques Vallée est l'un des plus grands spécialistes que l'on ne présente plus, c'est clair. Ses travaux ont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Présent lors du premier congrès européen dédié aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, où il parlera des méthodes scientifiques déjà utilisables pour documenter le phénomène. Jacques Vallée a bien voulu répondre à quelques de nos questions. Alors, on y va. Alors, voilà, mythe ou réalité à l'issue de ce congrès. Donc, on va regarder, on va passer directement donc à cette interview. Futura, quels sont les sujets que vous prévoyez présenter lors du congrès? Jacques Vallée, le plus utile est de parler des méthodes scientifiques déjà utilisables. Ah oui, pour documenter le phénomène et des erreurs à éviter alors qu'on commence à étudier sérieusement. Et c'est marrant parce que si on écoute cela, si on lit cela, ce qui est marrant, c'est qu'il le dit très bien. Comme d'ailleurs je l'avais souligné, on commence à étudier. Nous sommes qu'au début, je l'avais déjà dit, de l'OVNI scientifique. Nous sommes tout au début. Il a fallu attendre 80 ans d'ère médiatique du phénomène pour arriver aujourd'hui en 2023, ou depuis l'année dernière, à étudier, à commencer, nous sommes qu'au début, commencer à l'étudier scientifiquement. Vous vous rendez compte, ça met du temps, hein. Et nous en sommes qu'au début. Donc c'est pas fini. Hein. Quand nous en serons à la moitié, je ne sais pas si je serai encore de ce monde. Hein. Voilà. Donc quel regard portez-vous sur les pans? Jacques Vallée, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, mais que nous n'avons reconnu qu'après 1945. Il implique à la fois une recherche scientifique, physique sérieuse et une étude approfondie des effets sociologiques et biologiques. Peut-on les expliquer par une origine autre qu'extraterrestre? Bien sûr, il ne faut pas commencer par limiter les directions de recherche possibles. Et il nous force à réviser nos propres notions sur le temps et l'espace. C'est vrai, si vous vous intéressez sérieusement à l'ufologie, et d'ailleurs Jacques Vallée a tout à fait raison,
Il faut déjà écarter vos vérités personnelles, mais vous verrez qu'avec le temps, vous n'avez plus une seule hypothèse en tête, vous en avez 50. Et c'est le problème même du phénomène lui-même. C'est-à-dire que le phénomène nous force à réviser nos propres notions sur le temps et l'espace. Et nos propres notions aussi sur le fait scientifique. Et sur le phénomène ovni au travers de sa phénoménologie dans l'histoire, dans son histoire contemporaine. Donc, plus que vous allez vous intéresser à ce phénomène sérieusement, plus que va falloir reviser à chaque fois. En fait, c'est en fait une sorte de mise à jour à chaque fois. Le phénomène vous force à faire des mises à jour à chaque fois. Donc à condition d'être pragmatique, bien sûr. Donc l'intelligence artificielle peut-elle aider à mieux comprendre les phénomènes associés aux ovnis? Jacques Vallée. Elle est un excellent outil pour accompagner l'analyse et la discrimination entre les phénomènes connus avions. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans une étude, dans une des vidéos. Discriminer par technosignature. Donc ce qui est de l'ordre du conventionnel et de l'ordre du non conventionnel. En revanche, l'état des dossiers n'est pas encore assez perfectionné pour permettre à l'IA de tirer des conclusions fiables sans un guidage humain très précis. Ce serait même dangereux. Ça, c'est clair. Mieux comprendre notre passé, notre histoire, peut-il nous aider à comprendre ces phénomènes? Jacques Vallée. L'historique du phénomène éclaire l'histoire des sciences depuis 1800 environ. Pensez à la découverte des météorites, les recherches de Le Verrier pour trouver Vulcain. Tous les observatoires inexpliqués à l'époque de tâches du Soleil dans le domaine religieux des phénomènes furent souvent pris pour des miracles. Bah oui, on pensait qu'à une certaine époque, même très longtemps, que les chutes de météorites, c'était une manifestation du diable. Hein. Bertrand Meust l'explique bien dans ses ouvrages, etc. Et c'est vrai que à une certaine époque, c'était encore miraculeux avant que la science forcément n'évolue. Donc l'humain d'aujourd'hui est-il suffisamment mature pour comprendre ces phénomènes ou bien ses connaissances scientifiques sont-elles trop limitées pour cela? Le phénomène présente l'opportunité d'étendre nos connaissances. C'est clair, comme on a dit tout à l'heure. Il présente aussi peut-être un danger existentiel que nous ne savons pas mesurer. Danger existentiel, alors quand il y en a qui ont mal compris sur X, quand il disait il représente peut-être un danger existentiel. Quand il parle de danger existentiel, c'est pas que le phénomène est un danger lui-même, même si on a rapporté dans ma dernière vidéo sur OVNI Danger, le livre de Bob Pratt, qu'il semble qu'il y ait des phénomènes agressifs dans certaines régions. Mais en dehors de ça, dans sa généralité, dans l'ufologie, dans le phénomène lui-même au niveau planétaire, le danger existentiel, c'est pas le phénomène lui-même, c'est un danger existentiel par rapport à notre existence, à nous, par rapport à la façon dont on pourrait le percevoir et la façon dont on obtiendrait des vérités sur la question. Comment allons-nous réagir? Comment vont réagir les populations qui sont technologiquement avancées, enfin modernes? Voilà, les populations modernes, et comment vont réagir les populations vivant encore sous des codes culturels, sous des codes traditionnels. Donc souvent d'ailleurs, dont souvent est basé des formes de croyances très fortes, liées en fait aux religions, ça peut dire religion chrétienne, religion musulmane, etc. Et donc, il représente effectivement, le phénomène peut représenter un danger existentiel, effectivement, mais c'est par rapport à nous. Parce que sur X, il y en a qui pensaient que Jacques Vallée avait dit que le phénomène avait mal compris en fait sa réponse, pouvait être un danger. Non, c'est la façon dont nous, on le perçoit qui peut être un danger. Là, par contre, c'est vrai, on ne sait pas encore mesurer cela. Un danger existentiel. Mais justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, il y a des spécialistes en sciences des religions, des philosophes, des anthropologues, des sociologues, des spécialistes de société qui s'y intéressent de plus en plus. De plus en plus. Parce que c'est une question de société. Voilà. Donc c'est pour éviter justement un danger existentiel. On peut être quelque part réfléchir à l'acceptation qu'il y a autre chose.
Alors que ça vient de l'espace ou pas, hein, c'est pas un problème, mais qu'il y ait autre chose que notre réalité là que nous vivons. Voilà. Donc voilà pour cette interview, cette excellente petite interview. C'est un petit interview hein, qu'il a accordé, mais il l'a accordé tout de même. Voilà donc pour le traitement donc d'écho. Donc pour votre information, je reviendrai bien sûr sur le traitement, mais là le traitement télévisuel, et vous allez voir c'est un peu moins charmant. Bon, il y a quand même il y a le pire et il y a aussi le bon. Donc c'est partagé en deux, ça va. Mais vous allez voir qu'il y a aussi encore, c'est encore quand même assez présent, hein, la discrimination est encore aussi présente chez certains médias, nous le verrons et nous décrypterons ensemble lors de cette vidéo sur la communication. On va décrypter toutes les interventions vidéo. C'est une vidéo qui va peut-être faire 1h30, mais on va décrypter les passages. Hein, par exemple de Luc Dini, de Michael Vaillant, face aux journalistes. Hein. Pour l'instant, c'est ces deux personnes-là pour l'instant qui sont sur les plateaux. Donc on va décrypter les interventions des journalistes, leur comportement et les réponses donc de Michael Vaillant et de Luc Dini. On verra ça dans une vidéo que je vous prépare là, avec une analyse. Alors je ne suis pas spécialiste en psychologie comportementale, par contre la communication c'est mon domaine. Et là on va voir ensemble ce qui va et ce qui ne va pas, et puis le traitement aussi de certains médias qui sont véritablement des fois ont un problème pathologique vis-à-vis de ce phénomène. On ne comprend pas pourquoi. Il faudra qu'un jour qu'ils le règlent même. Je ne suis pas médecin, donc on verra bien. Par contre, il y a d'autres médias qui interprètent plutôt ça, qui prennent plutôt le sujet d'une manière très factuelle, d'une manière très agnostique en fin de compte, comme on l'a vu par exemple avec les articles du Parisien. Voilà. Allez, c'est parti. Alors maintenant, on passe tout de suite, on continue cette grosse UAP News avec bien sûr les aventures rocambolesques du docteur Sean Kirkpatrick et là en haut. Et là, forcément, vous allez savoir, vous allez savoir certaines informations, mais vous savez déjà peut-être l'information concernant notre célèbre scientifique de la haut. Donc, alors ça date du 5 novembre, c'est sur Liberation Time, hein, qu'on commente assez souvent. Donc, les préoccupations critiques s'atteignent aux États-Unis. Le bureau OVNI du gouvernement, au milieu de l'incertitude entourant l'avenir de son directeur. Ah bah oui, on le connaît maintenant, mais on va regarder ça tout à l'heure. Notre pauvre docteur Kirkpatrick, hein, c'est pas évident pour lui, hein, quand même, j'avoue. Mais vous allez voir, quand même, il y a quand même un cafouillage en matière de communication entre le Pentagone, DOD, département de la Défense et la HARO. Il y a un cafouillage, et j'ai soulevé justement les déclarations à quelques jours d'intervalle entre Susan Goog et les déclarations du docteur Kirkpatrick, mais c'est un cafouillage, c'est un bazar. Je vais être trivial, mais c'est un bazar, on n'y comprend plus grand-chose en fin de compte. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il s'est passé quelque chose, sachant que ça contredit la dernière réunion audio que l'on a commentée dans le dernier UAP News, la réunion audio qu'il y avait eu donc au Pentagone avec Dr. Sean Kirkpatrick et Susan Goog et des journalistes. Et donc, ça contredit cela. Hein, vous allez voir, quand je parle d'aventure rocambolesque, c'est vraiment le mot est pas assez fort. Hein. Ça, c'est clair, c'est une série, hein, c'est une série véritablement donc un spectacle. Voilà, donc les États-Unis du Bureau des phénomènes anormaux, donc identifié du gouvernement, a été créé dans le but d'assurer la transparence du public. Normalement, c'était le but. Toutefois, le Bureau de résolution des anomalies tout domaine à Haro est maintenant aux prises avec un nombre croissant d'accusations liées à la dissimulation. Alors c'est vrai qu'il y a une pression médiatique, une pression des grosses associations ufologiques aux États-Unis, une pression des grands acteurs ufologiques qui ont beaucoup de monde derrière eux. Ça, c'est clair. Sur son objectif est uniquement d'améliorer la perception du public. Il semble qu'il n'ait pas été à la hauteur. Bon, ça, c'est une critique directe. Le deuxième rapport annuel de la HARO, dévoilé en octobre 2023, a d'abord été divulgué à Défense Scoop et à d'autres informations, ainsi que les commentaires exclusifs de son directeur, le Dr. Sean Kirkpatrick, avait partagé avec CNN. Ça, on l'avait vu ensemble dans une vidéo. Il convient de noter que Défense Scoop a reçu le scoop exclusif de la secrétaire adjointe à la Défense, Kathleen Hicks, assumant un contrôle direct de la HARO en août 2023. Cette semaine, de nombreux journalistes de la Défense, dont un correspondant de Défense Scoop, ont été invités à poser des questions au Dr.
Kirkpatrick. Cette invitation faisait suite à l'introduction de la nouvelle fonctionnalité de rapport sécurisé. On l'avait vu dans la dernière UAP News. Un rapport sécurisé réservé en fait aux fonctionnaires, pilotes, civils, militaires, etc. Ou même ceux qui ont travaillé aussi avec le gouvernement, des organismes tiers. Donc Liberation Time s'est enquise avec le département de la défense du DoD. Pourquoi Defense Scoop a reçu le récent rapport de la Haro? Avant notre publication, le porte-parole Susan Goog a fourni la réponse suivante. Je n'ai rien pour vous là-dessus. Donc elle est, je n'ai rien pour vous là-dessus. Donc voilà, donc elle a été directe avec Liberation Time. Tout cela semble indiquer une nouvelle stratégie médiatique mise en œuvre par le DoD à la suite du rôle du contrôle nouvellement investi de AX, comme stipulé par la loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice budgétaire 2023. Le département de la défense s'est maintenant affirmé dans sa stratégie médiatique. Bien qu'il reste relativement serré, à commenter les défis rencontrés par l'armée américaine dans leur interaction avec des objets mystérieux présentant une supériorité aérienne apparente. Comme le Daily Mail avant la publication du premier rapport retardé de la Haro, donc une source de renseignement anonyme avait déclaré « Ils se tapotent sur le dos qu'ils ont résolu plus de la moitié d'entre eux. Mais ne nous foutons pas sur ceux qu'ils ont résolus. Oui, il y a des ballons là-haut et les ballons sont parfois pris pour des UAP. Mais il y a des cas vidéo classifiés qui sont assez profonds et assez clairs. Ils ne veulent pas parler de ces trucs parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont. C'est la vérité. Mais j'en parlais de ça. Vous vous rappelez, dans les vidéos, j'en avais parlé. Parce que tout le monde dit ils savent. Et à chaque fois, moi, je suis sur la position, non, ils ne savent pas ce que c'est. C'est pour ça qu'ils ne divulguent pas. C'est ce que j'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. Pourquoi on ne divulgue pas? On ne divulgue pas parce qu'on ne va pas dire aux voisins qu'on ne sait pas ce que c'est. Sinon, on montre sa faiblesse. On ne va pas dire à la société dans son ensemble, à la population, écoutez, on a plein d'objets qui volent à certaines altitudes, on ne sait pas ce que c'est, on va rechercher ce que c'est. Et le problème, c'est que ça montre, si vous voulez, du point de vue de la société, du point de vue même géostratégique, ou moins du point de vue de géomondial, que en fait votre pays, il est fragile. Il y a des intrus qui rentrent en fait dans votre espace aérien, vous ne savez pas ce que c'est. Et d'après cette source de renseignement, en fait, apparemment, ils ne savent pas ce que c'est. Et moi, je suis plus pragmatique. J'attends bien sûr les allégations les allégations qu'il y ait des preuves avec les allégations de David Grosh. Je dis pas le contraire. Mais pour l'instant, ça va dans ce sens. C'est-à-dire que le Pentagone a sûrement plein de vidéos d'OVNI, plein de photos, d'enregistrements spectrographiques, spectrométriques, à partir du sol, à partir de vols enregistrés par des capteurs optiques à bord d'avion, mais ils ne savent pas ce que c'est. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est vraiment, moi, en regardant en fait les comportements, tout simplement, les comportements depuis des décennies, on a l'impression qu'on ne divulgue pas. C'est pas parce qu'on sait, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc cette stratégie qui met l'accent sur le cas qui pourrait être résolu est évidente par le dernier rapport de la Haro. Un rapport de clôture figurant dans ses annexes fait référence à une observation au-dessus de l'ouest des États-Unis signalée par le personnel militaire qui a été évalué par la Haro. Voilà. Et le bureau de l'UAP s'est également engagé à révéler un autre cas résolu avec succès dans les mois à venir. Liberation Time a appris que la Haro partagera bientôt des informations concernant l'incident Transmedium. Susan Goog a informé Liberation Time que l'objet Transmedium précédemment signalé a été résolu. Bravo! Et les détails de l'affaire sont en cours de préparation en vue de leur diffusion dans un avenir proche. Ah oui, alors c'est l'explosion d'un fameux ballon. Alors... L'explosion d'un fameux ballon ne veut pas dire que ça va régler un des cas parmi les 3 cas qui est toujours un UAP. D'accord ? Parce qu'en fait, il y a eu 3 cas. Et parmi ces 3 cas, il y a au moins un sûr où c'est pas un ballon. Donc là, pourquoi ? Parce qu'il posait des problèmes de capteur optique sur l'avion.
Donc, un ballon, ça pose pas de problème de capteur optique sur un avion, enfin, jusqu'alors. Bon, à moins que le ballon soit muni, effectivement, de matériaux technologiques assez avancés pour pouvoir brouiller tout simplement les capteurs optiques de l'avion. Mais ça paraît étrange, mais enfin, pourquoi pas, hein. On n'est pas à l'abri, si vous voulez, de ça. Voilà, tout simplement. Donc restons pragmatiques. Voilà. Donc un événement de ce type s'est produit en 2019 lorsque l'USS Omaha a documenté un tel événement. Un autre a eu lieu en 2013 à Agadir, Porto Rico, un événement filmé par un avion US dans des douanes et la protection de la frontière. Le dernier rapport de la HARO offre un certain aperçu de défis auxquels l'armée américaine est confrontée. Il y a des cas où l'UAP signalé a potentiellement présenté une de plusieurs caractéristiques de performance concernant des performances telles que les déplacements à grande vitesse ou la manœuvrabilité inhabituelle. Quelque chose dont la Haro est moins enthousiaste à l'idée de parler est un coin de brouille actif apparent de la part de l'UAP. Donc il pose des problèmes de capteurs. De nombreux rappeurs ont fait état d'un brouillage actif, on en parlait, et d'avions militaires de l'UAP. Un acte hostile à ces engins sont issus de pays accusatoires. En 1976, un pilote militaire iranien a signalé avoir perdu tous les instruments de communication. Donc c'était l'histoire du colonel Jafari. En 2004, des avions militaires américains se sont approchés d'un UAP tic-tac. Ça, c'était les fameuses vidéos du New York Times. Au début de l'année, un pilote de l'US Air Force a stationné à la base aérienne d'Engling en Floride. Et ça, c'était donc les déclarations de Matt Gaetz. Qui lui a une accréditation défense, a rapporté des systèmes de capteurs avaient soudainement mal fonctionné lorsqu'un avion approchait d'un UAP au-dessus du golfe du Mexique, a suscité des inquiétudes. Bah oui, c'est des inquiétudes. Donc lorsqu'il s'est approché, il a dit que son radar était tombé. Alors c'est pas la première fois. C'est celui de l'Alaska par exemple. C'était des problèmes de capteurs optiques. Là c'est des capteurs radar. Donc il y a des capteurs radar. Il y a différents capteurs sur d'autres avions par rapport aux approches des UAP. Ça peut être optique et radar, ça peut être les deux. Donc on est loin quand même du ballon quand même. Donc je pense que c'est autre chose. C'est un autre phénomène, mais c'est un phénomène qui a une signature, qui a une techno-signature à ce moment-là. S'il provoque ça, c'est qu'il a une techno-signature. Donc c'est un phénomène artificiel. Donc à savoir ce que c'est là. Je ne sais pas. Donc il a dit que son système fleur avait mal fonctionné, qu'il avait dû prendre ses images manuellement à partir de la lentille. Donc en février 2023, les pilotes de surfeurs ont engagé un UAP qui interférait avec des capteurs. Toutefois, ces préoccupations ne figurent pas dans le rapport de l'ARO. Commentant Liberation Time, Zhang a expliqué: jusqu'à présent, nous n'avons trouvé aucune preuve vérifiable que les UAP aient activement interféré avec nos capteurs. Bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les pilotes ont déclaré qu'ils avaient eu des problèmes avec les capteurs. Donc elle ment. En ce qui concerne l'incident du golfe du Mexique, Google a ajouté: l'USAF et le pilote ont également indiqué que cet avion d'essai particulier avait eu des fusées couplées à 3 reprises sur ses systèmes de capteurs au cours de l'année écoulée. Alors, il a eu des problèmes sur des systèmes de capteurs. Nobostant cette allégation, le comportement récurrent fait fortement allusion au coin de la voie active de l'UAP. Alors c'est une traduction, Google, reflétant les activités de brouillage menées par l'armée chinoise sur la mer de la Chine méridionale en 2018. Un pilote exploitant un EA-18J Crawler, qui est la variante d'attaque électronique de l'US Navy du chasseur basé sur un porte-avions F-18. Le simple fait qu'une partie de votre équipement ne fonctionne pas est déjà une indication que quelqu'un essaie de vous brouiller. Bah oui, mais le pilote en 1976, le colonel Jafari, donc le pilote, alors lui il avait carrément tout. Il avait ses problèmes de capteur et il avait en plus son armement qui avait été désarmé donc par l'OVNI. Et donc nous étions en 1976. Donc c'est qu'il y a une intention. Il y a une intention de l'objet de dire ok, bah tu n'utiliseras pas déjà tes moyens de défense, tes moyens d'attaque. Et puis en ce qui concerne la capture optique ou la capture radar, bah tu l'auras pas. Donc c'est-à-dire que le phénomène artificiel ayant une technosignature a les moyens, déjà en 1976, avait déjà les moyens de brouiller, de neutraliser complètement les systèmes électroniques d'un avion.
Donc il y a eu des accusations persistantes selon lesquelles l'USAF aurait hésité à collaborer avec les enquêtes UAP. Bon, ça m'étonnerait pas. Bien que l'événement au-dessus du golfe du Mexique a fait son chemin dans le dernier rapport de la HARO, probablement en raison de l'examen public, il y a eu des signes sur une pleine coopération du SAF n'a peut-être pas été facile à venir, et même encore aujourd'hui. Par exemple, dans les derniers rapports de la HARO, une carte thermique de l'UAP relève l'absence du rapport de l'UAP en Europe occidentale, à l'exception de l'activité détectée au large des côtes italiennes. Il convient de noter que l'on considère la présence importante de l'USAF dans la région avec des opérations basées sur plusieurs installations. Le DOT a commenté à Liberation Time. L'USAF coopère pleinement avec la HARO. Néanmoins, il est difficile de confirmer de manière indépendante que cela est difficile. Alors, il y a une contradiction, je l'avais déjà soulevé, une contradiction qui est importante à noter. Si vous vous rappelez le dernier UAP News, dans le dernier exercice de communication du DOD vis-à-vis de la réunion audio qu'il y a eu, il faut savoir qu'ils n'ont pas l'obligation de rendre, je l'avais dit, d'ailleurs, c'est dans les prérogatives des généraux sur base, ils n'ont pas l'obligation de donner des éléments photographiques ou vidéo ou spectrométriques ou spectrographiques à la HARO. C'est sur vraiment la bonne décision du général, voilà, du commandant de la base. Hein, on s'en souvient. Donc le dernier rapport de l'ARO introduit une complexité accrue incorporant des observations d'avions commerciaux tout en reconnaissant que l'inclusion d'avions commerciaux est une mesure positive. Donc il est difficile d'intermêler de tels cas avec des observations militaires. Les équipages d'aéronefs commerciaux peuvent ne pas avoir la formation ou le matériel capteur et à l'appui aux renseignements nécessaires pour les enquêtes menées par la HARO. Malgré les promesses d'une transparence accrue, le DOD semble avoir des lignes floues et n'a pas voulu fournir des informations supplémentaires pour étayer les allégations de coopération complète de l'USAF. Comme quoi, on ne sait pas tout. Jusqu'à présent, le département de la Défense a assumé une grande partie des responsabilités en ce qui concerne la question relative à l'UAP. Toutefois, le bureau du directeur du renseignement national, au DNI, est resté particulièrement silencieux et a évité de répondre aux demandes de renseignement. Conformément à la NDAA, la HARO est chargée de faire rapport directement à Kathleen Hicks et à Stacy Dixon, donc qui est directeur adjoint principal du renseignement national, sur toutes les questions opérationnelles et de sécurité. Jusqu'à récemment, l'ODNI avait échappé aux questions confirmant l'hypothèse du rôle de Dixon. Cela a été confirmé. L'ODNI disant à Liberation Time, pour réitérer, confirmer, l'ODNI se conforme à la législation de la NDAA concernant la double structure du rapport en tant que telle. Le PDDNI a assumé le rôle que vous avez mentionné. Contrairement à X, Dixon n'a pas encore fait de déclaration publique concernant l'UAP ou le bureau de la HARO qu'elle supervise maintenant. Des sources ont déclaré au Liberation Time que la prédécesseur de Dixon, Stephanie O'Sullivan, possède une connaissance d'un programme de récupération de crash du UAP d'ingénierie inverse. Selon ces sources, et comme indiqué dans Public, O'Sullivan a nié toute connaissance du programme UAP au vice-président de la commission de renseignement du Sénat, Marc Rubio. Des sources ont également indiqué la présence d'une dissimulation active au sein de la communauté du renseignement impliquant des personnes se déplaçant entre les divers organismes et entités privées prétendument liées à des programmes OVNI. Si les personnes qui jouent un rôle dans la supervision et l'appui de la HARO sont effectivement liées à ces programmes présumés et entravent ces efforts, cela soulève des questions importantes. Bah oui, forcément. En vertu de la loi, le directeur du renseignement national, Avril Haines, doit, en coordination avec le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, nommer le directeur adjoint de la HARO. Toutefois, cette nomination n'a pas encore été prise. Liberation Time a contacté l'ODNI pour une mise à jour et attend actuellement d'être répondu. Lors d'une récente table ronde des médias, justement on l'avait vu, le Dr Kirkpatrick a été interrogé sur la HARO, accès aux produits satellitaires d'imagerie orbitale et d'alerte rapide du gouvernement des États-Unis. En réponse, Dr Kirkpatrick a dit « J'ai accès à toutes les images, on l'avait vu, dont j'ai besoin. Je n'ai vu aucun d'entre eux qui sont collectés UAP. Nous avons collecté beaucoup d'UAP qui sont avérés d'être des ballons et ceux qui ont l'air jolis. » C'est une moquerie, quoi.
Il y a une espèce de condescendance des fois dans les réponses. Il a également déclaré: nous avons accès à tout ce dont nous avons besoin. Non, c'est pas vrai. On l'avait vu dans les textes que vous pouvez pas, vous n'avez pas obligatoirement accès si des militaires vous refusent l'accès à certaines données. Liberation Time a demandé au DoD, à l'Agence nationale de renseignement géospatiale, si elle avait fourni à l'ARO des images satellites pour faciliter les enquêtes. Susan Goog a répondu: l'ARO s'associe à de nombreuses agences et organisations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du gouvernement aux États-Unis. Je vous renvoie à la NGA pour toute autre question concernant le soutien à la HARO. Toutefois, la NGA ne peut pas confirmer directement s'il fournit ses services, spécifiquement à la HARO. Le GNG fournit des renseignements géospatiaux, y compris des images, aux organisations de l'ensemble d'entreprises de défense et de renseignement. Liberation Time a contesté la NGA, demandant confirmation de tous les services fournis spécifiquement à la HARO. À l'heure actuelle, aucune réponse n'a été reçue. À mon avis, pas du tout. Donc, à mon avis, ils donnent pas. La NGA ne fournit aucune donnée. Ou alors, si elle fournit des données, c'est vraiment confidentiel défense. En outre, le docteur, l'affirmation de Kirkpatrick, sur laquelle il n'a pas vu l'UAA à travers l'imagerie aérienne, semble être en contradiction avec l'ancien directeur du renseignement national, John Ratcliffe. En 2021, Ratcliffe a déclaré à Fox News que l'UAP avait été capté par plusieurs capteurs, y compris des plateformes satellitaires. Il y a des observations partout dans le monde. Et quand nous parlons d'observations, je vais vous dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un pilote ou juste d'un satellite ou d'une collecte de renseignements. En général, nous avons plusieurs capteurs qui captent des choses. Voilà. Donc, ils captent bien des choses. Dans l'interview, Ratcliffe avait déclaré: nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la marine, de l'armée de l'air, qui ont été captés par des images satellites, qui se livrent franchement à des actions difficiles à expliquer. Cela inclut des mouvements qui sont difficiles à reproduire parce que nous n'avons pas la technologie et qui se déplacent à des vitesses qui dépassent le mur du son sans boom sonique. Si la HARO ne reçoit pas d'informations de la NGA, cela pourrait potentiellement signifier que le Dr Kirkpatrick n'a pas demandé de telles informations, de telles que les images aériennes. Si elle est correcte, elle soulèvera des questions majeures concernant les efforts d'enquête de la HARO. Il est possible que la HARO enquête publiquement sur ce qu'on peut résoudre, mais il est possible que la HARO enquête sur des cas qu'on ne peut pas résoudre. Mais alors là, ce n'est pas public. C'est-à-dire que il est possible qu'il y ait... D'ailleurs, ça va dans le sens des contradictions du Dr Sean Kirkpatrick, puisqu'il s'est contredit plein de fois. Il nous dit qu'il y a des objets, il nous dit qu'il n'y en a pas, il nous dit que ça peut exister, que ça ne peut pas exister. Enfin, si on regarde là sur à peu près 2 mois, il s'est contredit plein de fois. Je le disais, c'était presque schizophrénique. Et là, on le voit bien. Il est possible qu'en fait, la HARO ait des données, mais qu'il ne les rende pas publiques. Tout simplement, parce que Susan Goog a décidé que ça ne serait pas public, tout simplement. Et Kathleen Hicks aussi. Donc si ces deux harpies ont dit à Kirkpatrick, et c'est peut-être pour ça qu'il est parti. C'est peut-être pour ça qu'il démissionne. Il démissionne parce qu'il ne peut pas rendre public. Alors, je ne suis pas en train de prendre la défense du docteur Sean Kirkpatrick, mais je me mets un peu à sa place. Il faut se mettre un peu à sa place. Peut-être que les deux là qui sont au-dessus de lui, ils voulaient peut-être dévoiler des éléments, puis qu'ils lui ont dit non, et puis que lui, il voit pas son travail accompli, il dit non, ok, je démissionne. Alors apparemment, ils s'en vont à la retraite, mais ça va en contradiction à ce qu'on va voir tout à l'heure par rapport à la dernière réunion audio, puisqu'il doit terminer la phase 3. Mais là, il n'aura pas terminé la phase 3. Puisqu'il y a une fameuse phase 3, ils étaient à la phase 2, ils commençaient la phase 2, il y a une phase 3, c'est la phase des formulaires qui est réservée aux citoyens, et une phase 3 qui est réservée à la publication d'archives sur le site. Et donc il part avant. Donc il n'a pas terminé son travail, sachant qu'il terminerait son travail jusqu'au bout, selon la dernière réunion. Donc là, il doit partir. Donc c'est quand même étrange ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un bazar. Et vous allez voir qu'il y a une communication qui est étrange, on va le souligner. Au milieu des incertitudes entourant l'avenir du Dr Kirkpatrick, il y a un certain optimisme. Liberation Time a appris que de nouveaux candidats sont
considérés comme remplaçants potentiels, comme Matthew Fallon ou du Daily Mail, comme l'a rapporté Matthew Fallon du Daily Mail. Une source de dépenses avec un aperçu de la situation actuelle a déclaré à Liberation Time. J'espère que les membres du Congrès se rendent compte maintenant que ce dont nous avons le plus besoin dans Arrow, c'est un véritable leadership qui n'a aucune notion préconçue avant d'entrer dans le travail. Quelqu'un qui n'est pas membre d'un complexe militaro-industriel. C'est en direction du Dr. Chuck Kirkpatrick et de la Corbell Institute. Et quelqu'un qui n'est pas nommé sur le plan politique. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une formation scientifique, un universitaire équitable et impartial qui ne fera pas là craquer tous ces incidents en tant que simple ordure ou ballon aérien. Quelqu'un qui écoutera les comptes de nos membres de services militaires formés et apportera à nu toutes les capacités de notre inventaire et pas simplement de dire « j'ai accès à tout ce dont j'ai besoin ». Donc, effectivement, non, il n'a pas accès à tout ce qu'il a besoin. D'ailleurs, il y a même une contradiction, puisqu'on l'avait vu, c'est selon la réglementation, ce sont bien sûr les militaires qui décident ou pas de divulguer des vidéos. Voilà, donc voilà, des commandants de base en fin de compte. Donc voilà pour notre cher docteur Kirkpatrick. Alors on va passer pour une autre news, mais rapide. Alors le buzz d'OVNI du Pentagone, c'est sur Metro, donc voilà, Microsoft, donc MSN. Donc le buzz d'OVNI du Pentagone descend après l'admission explosive. Excusez-moi. Le chef du bureau des OVNI du Pentagone prend sa retraite quelques jours après avoir admis qu'il pourrait y avoir une certaine vérité dans les affirmations choquantes d'un dénonciateur selon laquelle le gouvernement cache des preuves d'extraterrestres. Effectivement, Dr. Kirkpatrick a appuyé les dires de David Grosh sur une partie. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a été viré. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça rejoint qu'à mon avis, j'ai pratiquement la certitude que le Dr. Kirkpatrick est peut-être en fin de compte, par rapport à ce qu'on a dit, est quelqu'un de très honnête, et que c'est quand même un scientifique de formation. Quand on scientifique, il voulait peut-être partager des données scientifiques concernant le phénomène, et que Susan Googlao et Kathleen Hikes lui ont dit pas question. Et comme ça va à l'encontre de son éthique, il a décidé de partir. On peut très bien penser à cela, à cette éventualité. Et l'éventualité aussi qu'il soutient une partie des affirmations de David Grosh. Dans un interview accordé à Politico, Dr. Kirkpatrick a déclaré qu'il avait décidé de démissionner après avoir atteint ses objectifs et avoir reporté la retraite pour assumer ce rôle. Non, il n'a pas atteint ses objectifs, ce n'est pas vrai, puisqu'il y a une contradiction avec la réunion du 31 octobre, puisqu'il a dit qu'il n'avait pas terminé son travail et qu'il n'en était à la phase 2, qu'il fallait qu'il passe à la phase 3 et qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Donc il n'avait pas terminé. Donc Dr. Kirkpatrick est directeur du bureau de résolution à Arrow depuis sa fondation, donc sous l'administration Biden. Voilà, donc au cours des 18 mois qui se sont écoulés, excusez-moi, ça commence à devenir long, depuis sa création, la question des ovnis a suscité beaucoup d'intérêt public et politique. Cela atteint un point de fièvre et cet été, après que l'ancien officier du renseignement américain, David Charles Grosh, a affirmé que le gouvernement avait des preuves de véhicules extraterrestres, etc. Donc, s'exprimant lors d'une audition au congrès du phénomène anormaux identifiés, le nom officiel OVNI est allé plus loin, ajoutant que des gens avaient été blessés dans le but de dissimuler l'information. Le Dr. Kirkpatrick a déclaré que la Arrow avait tenté de contacter Grosh à plusieurs reprises. Alors on verra la suite au niveau FOIA de John Greenwald, qui a demandé en fait les correspondances entre Grosh et puis Dr. Kirkpatrick, si c'est vrai ou pas. Donc voilà. Cependant, prenant la parole lors d'une réunion hors caméra, ça j'en parlais tout à l'heure, le 31 octobre, le directeur de la Arrow a admis que certaines des revendications pourraient être vraies. Alors là, ça veut dire qu'il soutient certaines allégations du de David Grosh. Nous enquêtons sur chacune des prétentions de Grosh, a-t-il déclaré. Nous le referons. Il y a quelques informations qui sont
qui s'en sortent comme des choses et des événements qui se sont vraiment produits. Donc apparemment, dans la traduction, on sait qu'il y a des choses qui se sont vraiment produites selon ces dires. Une grande partie est encore à l'étude. Et nous joignons tout cela dans notre rapport historique. Le rapport est l'une des tâches finales qui accomplira avant de partir le mois prochain, selon adjoint l'actuel Tim Phillips, dirigera la Haro jusqu'à ce qu'un remplacement permanent soit trouvé. Le docteur Kirkpatrick a reporté sa retraite pour assumer le rôle de période en cours en laquelle le Haro a lancé un site web partageant des informations déclassifiées sur les ovnis, ce qui permet désormais aux troupes et aux employés du gouvernement de signaler leurs propres observations. Il a également coécrit un projet document avec le professeur Avilhomme. On s'en souvient, j'en avais déjà parlé dans une news qui avait été divulguée en ligne qui suggérait que l'UAP étudié par la Haro pourrait être des choses étrangères et envoyé depuis un vaisseau mère. Donc, bien qu'il n'ait pas autorisé la publication du document, le docteur Kirkpatrick a déclaré qu'il ne regrettait pas son implication. Dans un entretien avec Politico, il a déclaré « La meilleure chose qui pourrait sortir de ce travail est de prouver qu'il y a des étrangers. » Alors, la vision du docteur Sean Kirkpatrick, c'est vrai que si on analyse un petit peu, c'est qu'il préfère que ça soit en fait des étrangers. Donc, alors dans le cadre de quelque chose peut-être d'exogène, je ne sais pas. Si nous ne pouvons pas que ce sont des extraterrestres, alors ce que nous trouvons, c'est la preuve que d'autres personnes font des choses dans notre jardin, donc sur notre planète. Donc d'autres nations. Sa déclaration pourrait surprendre de nombreux passionnés d'OVNI qui ont précédemment qualifié le Dr Kirkpatrick de gardien du secret OVNI du gouvernement. Donc c'est vrai que cette déclaration qui est, je trouve que cette déclaration absolument hallucinante du docteur Kirkpatrick est encore le contraire de ce qu'il déclarait encore il y a 15 jours. Ou même de ce qu'il déclarait, même à la dernière réunion, bon, même si il pense qu'il y a des choses, forcément, etc. Mais il préférait, en fait, il préférait que ça soit, en fin de compte, exogène, que ça soit une nation, et ça concerne la sécurité nationale, une nation est soit en possession de technologies pouvant faire ça, en fin de compte. Donc, je peux le comprendre, du point de vue de la sécurité nationale, je peux le comprendre, parce que si un pays a en sa possession ce genre de choses, il est maître du ciel, hein, ça c'est clair, on ne peut rien faire, hein. On peut strictement rien faire, et il pourrait complètement envahir n'importe quel pays, donc je peux le comprendre. Quelque part. Enfin, ça, c'est spéculatif, mais c'est vrai. Donc, on va regarder un petit peu au niveau communication. Regardez. Là, je vous montre par exemple la communication. Ça date du 2 novembre 2023. Signé Susan Goog. Le docteur Kirkpatrick reste le directeur de l'ARO. Nous sommes au 2 novembre. Hein. Il n'est actuellement pas employé par le laboratoire national d'Oak Ridge. Donc, le laboratoire, l'institut... le fameux institut dont parlait déjà Battelle, l'Institut Battelle, pas Corbel, mais plutôt Battelle Institute. Donc voilà, nous n'avons aucune annonce concernant le personnel à Haro à faire pour le moment. Voilà, ça date du 2 novembre. 7 novembre, je suis prêt à passer à autre chose, j'ai accompli tout ce que je dis que j'allais faire. Donc ça, c'est pas vrai, parce que justement, nous revenons ici, là, maintenant, dans la transcription donc, du site officiel du département de la Défense aux États-Unis, il le dit texto qu'il n'a pas fini son travail et qu'ils en sont qu'à la phase 2 et qu'ils doivent s'attaquer à la phase 3. Mais je doute qu'en 30 jours, ils réussissent à passer en phase 3 et à faire un formulaire spécifique et puis à libérer des archives. Parce que normalement, la phase 3, c'est aussi la libération d'archives. Et de beaucoup d'archives. Et donc, il y a une contradiction. Et justement, c'est cette contradiction, je voulais soulever, qui ressemble un petit peu, si vous voulez, une sorte de bazar, en fin de compte. Parce que si on regarde entre le 2 et le 7 novembre, vous avez 5 jours qui se sont passés. En 5 jours, il s'est passé quelque chose. Alors, je pense que c'est sûr, soit les dires du docteur Kirkpatrick concernant David Grosh, qu'il dit qu'il y a une partie qui est vraie,
donc qui est authentique, mais qu'il reste encore à faire une enquête, ou soit le docteur Kirkpatrick voulait en fait divulguer des UAP non conventionnels, caractérisés comme non conventionnels, mais pas des ballons, etc. Voilà, hein, comme on dit, des poubelles de l'espace, mais voulaient véritablement déclassifier des vidéos, des photos, etc., qu'ils ont en leur possession, ça c'est sûr à 100%, et qu'il y a eu un blocage, et qu'il s'est dit, bon ok, je m'en vais, c'est plus la peine, surtout avec Susan Goog à la tête, c'est même pas la peine, je vais pas insister, il va être qu'un simple exécutant, un peu comme on avait fait l'analogie avec la Haro et le projet Blue Book, avec l'espèce de plateforme éducative qui compte dire en fait ce qu'est un ovni et ce que n'est pas un ovni, mais ce que sont les ovnis la plupart du temps. Hein. C'est à peu près le même genre que le projet Blue Book. Et Sean Patrick me fait penser forcément de loin à John Allen Hynek, qui lui est parti aussi du projet Blue Book parce que c'est devenu intenable. Moi, je pense que Sean Patrick, ça devenait intenable. Et qu'il est parti parce que c'était plus possible d'avoir Ix et puis Google au-dessus en train de lui dire ah non, fais ça, fais ci, fais ça. Et puis voilà, il n'y a pas d'ovni avec des ballons. Hein. Bon, voilà. On peut le penser. Hein, c'est pas une certitude, mais on peut le penser. Voilà donc pour ces informations. Donc il sera bien sûr, Monsieur Sean Kirkpatrick sera bien sûr remplacé. Hein. Il a eu quand même, avouons-le, John Greenwald l'avait très bien noté. Il a eu quand même toute la communauté d'activistes pro-ufologiques aux États-Unis contre lui, etc. Mais en fin de compte, c'est peut-être pas lui. En fin de compte, c'est peut-être Goog et puis Ike qui est au-dessus. Et puis lui, c'est que le rôle tampon. Et puis c'est quand même un scientifique de haut niveau, hein, Sean Kirkpatrick. Il a peut-être autre chose à faire que d'être un rôle tampon et d'un punching ball contre toutes les pro-activistes ufologiques. Mais c'est vrai que il s'est souvent contredit dans ses paroles. En 2 mois, là, si vous regardez mes autres UAP News, à chaque fois il se contredisait. Vous trouvez le tout et son contraire. C'était très compliqué en fait de le suivre et j'ai eu du mal à le cerner. À un moment, j'avais dit j'ai eu du mal à le cerner. Alors je pense qu'il était peut-être pris entre deux feux et puis il savait plus se positionner tout simplement. Mais il fait peut-être bien de partir en fin de compte. Bon, il va peut-être travailler pour l'Institut Battelle. Donc on verra bien. Voilà donc pour cette news. Allez, on va passer par une dernière news parce que c'est vrai que c'est une grosse UAP news. J'ai beaucoup commenté. C'est une grosse UAP news, mais il fallait la commenter. C'est une des plus grandes que je vais faire. Mais on va s'arrêter quand même sur un article parce que je voulais revenir quand même sur un article. Je voulais pas le passer. Ah oui, alors c'est une dernière news. Ça concerne donc le fameux colloque donc du 17 et 18 novembre de la Fondation Sol. Donc voilà. Alors, nous allons lire bien sûr la présentation de ce colloque, donc qui rassemble la plupart du temps que des scientifiques. Donc, après les décennies de marginalité non méritée, des phénomènes aéronautiques non identifiés jouissent de niveaux d'intérêt public qui sont précédents et d'une nouvelle légitimité dans les universités. C'est vrai. La France, ça commence un petit peu. Le gouvernement, les médias et même le capital risque. Pourtant, ce revirement soudain s'aggrave au lieu d'atténuer l'énigme des phénomènes, révélant non seulement toutes les questions à leur sujet sans rester sans réponse, mais aussi les plus nombreuses qui doivent maintenant être posées. C'est vrai. Certains de ces objets aérospatiaux non identifiés sous-marins sont-ils technologiques et non anthropiques? Comment les sciences naturelles peuvent-elles étudier de manière exhaustive les ovnis? Et comment les sciences humaines et les sciences sociales, on en a déjà parlé, sont-elles idéalement prêtes à comprendre le phénomène? Peut-être plus important encore, comment les États-Unis, l'Europe et d'autres gouvernements devraient-ils réagir à la réalité probable des ovnis non anthropogéniques, ainsi qu'à la perspective actuelle reconnue dans la législation du Congrès que des programmes de renseignement de recherche de longue date des ovnis ont été dissimulés dans le cadre d'une classification extrême. Donc on parlait de surclassification. Enfin, comment la commercialisation de la recherche ouverte sur l'UAP pourrait-elle contribuer à la divulgation publique et à l'acceptation sociale de l'UAP et éventuelle intelligence non humaine?
Ce symposium, parrainé par la faculté de médecine de Stanford, abordera ces questions et d'autres questions pressantes en rassemblant des principales voix sur les ovnis des universités, des gouvernements et de l'industrie. Bien plus qu'une conférence universitaire, cette réunion inédite, de sa propre initiative, verra ses participants proposer des politiques gouvernementales, des programmes de recherche et de financement, des stratégies d'investissement qui permettent de mobiliser et d'organiser des ressources institutionnelles, économiques et culturelles suffisantes pour mesurer l'ampleur des phénomènes. Bravo, très bien. Seule est également l'intention avec cet événement d'élever le discours public, ça on en a besoin, sur l'UAP, démontrant que la sobriété intellectuelle et le professionnalisme mature peuvent donner de nouvelles informations sur ces anomalies par excellence. C'est parfait, c'est parfaitement bien tourné. C'est dans la voie que je préconise. Une attitude mature, une attitude rationnelle, loin du dogmatisme, loin du sensationnel, loin des momies péruviennes, loin des petits martiens, loin du supposé contact extraterrestre. On enlève tout ça. Professionnalisme mature, discours mature, posture mature, et on renvoie tout vers la société pour justement avoir une nouvelle information qui soit en fait à un niveau d'excellence assez élevé, et puis pouvoir bien sûr à ce que les médias appréhendent le sujet d'une manière tout à fait positive, posée, et puis un sujet sérieux qui est mis sur la table. Donc l'organisateur Gary Nolan, président du conseil d'administration, donc voilà, professeur de département de pathologie, faculté de médecine, université de Stanford. Peter Scalfish, directeur de la fondation Sol, anciennement Collège de France, et UC Berkeley, Université de McGill. Alors, intervenant confirmé. Donc, nous avons Jonathan Bert, entrepreneur AI et président de Robovision. Eric Davis, physicien théorique de iSpace Corporation. Timothy Gallaudet, ça on l'avait déjà vu, c'est que la CSU, amiral, donc contre-amiral US Navy, retraité, ancien administrateur National Oceanic Atmospheric Administration. Dr Jairus Victor Grove, directeur du Centre de recherche Hawaï pour les études futures et président du département des sciences politiques de l'Université d'Hawaï. Dr Avilob, que l'on connaît maintenant, professeur d'astronomie, Université de Harvard. Leslie King, que l'on connaît, journaliste, écrivain. Charles McCulloch III, inspecteur général de la communauté des renseignements sur l'administration Obama. Christopher Mellon, qu'on a présenté, donc adjoint à la défense, ancien adjoint à la défense et au directeur du personnel de commission spéciale des renseignements du Sénat. Diana Walsh-Pasulka, donc quelqu'un que je soutiens vraiment beaucoup, professeur d'études religieuses, Université de Caroline du Nord. Docteur Béatrice Villaoez, directeur du projet Vasco, professeur assistant Institut nordique de la physique théorique Suède, et le docteur Jacques Vallée, bien sûr, notre Jacques Vallée national, informaticien, capital risqueur, auteur, etc. Donc en raison de la capacité d'achat limitée des personnes à Stanford, n'est faite que sur invitation, etc. Donc on a récupéré le thème de ce qui va être traité, donc on va regarder un petit peu le thème de ce qui va être traité. Alors, une autre personne va venir, il s'agit de Karl Nell, qui est l'actuel, et pas retraité, l'actuel conseiller en modernisation auprès du vice-d'état-major de l'armée de terre américain. Alors là, j'ai été quand même assez soufflé, puisqu'il est actuellement en fonction, donc il va assister à ça alors qu'il est en fonction. Alors là, j'ai vraiment été étonné. Je dois vous avouer que vraiment, j'étais scotché. Je me dis, quelqu'un qui est en fonction, et puis qui a quand même une autre Karl Nell qui est quand même quelqu'un qui a un conseiller, donc auprès du vice-d'état-major, quoi. C'est quand même énorme. Donc il avait d'ailleurs déclaré à propos de David Grosh son information concernant l'existence d'une course aux armements terrestres au cours des 80 dernières années, axée sur la rétro-ingénierie de technologies d'origine inconnue, est fondamentalement correcte.
tout comme la constatation indiscutable qu'au moins certaines de ces technologies d'origine inconnue proviennent d'une intelligence non humaine. Alors c'est ce qu'il avait déclaré, hein, c'est absolument énorme ce qu'il avait déclaré pour quelqu'un qui est actuellement en fonction. Donc alors, on va suivre le programme détaillé, alors ensemble. Alors dans le programme détaillé, donc si... je crois du vendredi au samedi. Alors voilà, donc c'est du vendredi 17 novembre de cette année, bien sûr. Dans le programme détaillé, donc en ligne, il y aura donc le vendredi matin, introduction donc de la conférence, discussion avec Avilob ensuite, les nouvelles frontières des objets interstellaires. Il y aura un entretien avec Béatrice Villaurès, transitoire multiple et recherche des sondes extraterrestres. Après, il y aura un entretien avec Kevin Knott, alors qu'on n'avait pas encore cité, hein, la physique des ovnis avec quelques indices sur leur détection, leur surveillance et leur ingénierie. Donc là, c'est un entretien sur l'aspect prospectif de ce que sont en fait les ovnis. Donc panel des orateurs de la matinée. On aura entretien avec Gary Nolan. Voilà, on aura la science, donc Gary Nolan, la science des matériaux ovnis. Entretien avec Jacques Vallée, le phénomène ovni, un véritable problème scientifique. Tout à fait. Et on aura donc ce vendredi ensuite entretien avec Diana Walsh-Pasulka. Voilà, donc réécrire le mythe de Prométhée, l'innovation grâce à la recherche et aux données aux environnements de la planète. Ensuite, on aura l'après-midi le docteur Scalfish qui nous parlera de conceptualiser l'intelligence non humaine, anthropomorphisme et ontologie, c'est très intéressant ça. On aura donc en fin d'après-midi une table ronde animée par Leslie King aux côtés de Luis Elizondo, Al Puthoff, le PDG d'IRTech et Larry McGuire, membre du Parlement Canada. Donc il y aura ça, c'est une table ronde, voilà, animée avec Luis Elizondo. Et donc, nous passons maintenant au samedi. Et donc, le samedi matin, il y aura une introduction donc des responsables. Alors, le matin, il y aura donc l'apathie du gouvernement américain à l'égard des PAN. Et ça, c'est bien. Est un autre exemple de ses priorités mal placées. Ça, c'est l'entretien avec l'ancien officier supérieur Tim Gallaudet. Il y aura ensuite le ciel encombré, réduction des menaces atmosphériques et orbitales à l'ère de l'incertitude. Donc entretien avec Jairus Victor Groove. Il y aura ensuite l'amendement Schumer et la divulgation contrôlée, c'est avec Karl Nell, on en a parlé tout au début. Il y aura un panel sur les relations tendues, donc discussion et contre-argumentation. Il y aura un entretien donc sur l'Union européenne et la divulgation, le gouvernement, l'industrie, la recherche des pans. Ça doit être vraiment intéressant. C'est avec Jonathan Bertz. Christopher Mellon donc, nous parlera donc conversation au coin du feu avec Sharkumolug 3. Voilà, discussion avec Ia Whitley, l'observation est une donnée, faire confiance aux pilotes et apprendre d'eux. Alors ça doit être aussi absolument intéressant. Vraiment, franchement, les thèmes, ils sont superbes. Ils sont super, les thèmes, ils sont superbes. Ça va vraiment, c'est vraiment pluridisciplinaire. Franchement, c'est impressionnant. Donc, il y aura Paul Tigan, discussion donc, dans l'après-midi du samedi. Il nous parlera, ils sont tous des enfants de Dieu, perspective de la théologie catholique sur les ovnis et l'intelligence humaine. Encore un truc super intéressant pour lequel je me passionne. Et donc, il y aura donc pour la dernière, là, ça sera vraiment la fin d'après-midi, abattre les âmes. Quelques principes paradoxaux sur l'intelligence non humaine. Donc, ce sera par Jeff Kripal. Voilà donc pour la fondation Sol. Alors, personnellement, bravo pour les thèmes abordés. J'espère que tout ça va contribuer et va réveiller d'autres universités, particulièrement en Europe, parce qu'aux États-Unis, ça commence à prendre une certaine ampleur, mais particulièrement en Europe. En tout cas, ça va avoir un retour. Il y aura un retour parce que c'est que le milieu scientifique, le milieu de la recherche, le milieu des concepts, le milieu de la prospective, mais c'est que du haut niveau, à pratiquement tous les niveaux. Donc là, on est loin des fois des
de la caricature hein, des fameux petits ufologues qui sont discriminés à travers certaines chaînes YouTube rationalistes. On est loin de certains traitements journalistiques. D'autres sont très bons, hein, mais d'autres sont mauvais. On est très loin de ça. Là, je peux vous dire que les thèmes traités et les personnes présentes sont tous des gens qui font de la recherche, soit recherche fondamentale, soit de la recherche en sciences dures, soit de la recherche dans le domaine de l'anthropologie, dans le domaine des religions, etc. Et puis dans la recherche aussi de la prospective, recherche scientifique, prospective sur les phénomènes aériens non conventionnels, etc. Franchement, je me félicite de ça. On peut avoir une critique vis-à-vis de Seul ou quoi que ce soit, mais je me félicite quand même que c'est quand même du lourd. Hein, c'est quand même du lourd. Et les sujets abordés, pour moi, en tout cas, sont passionnants parce qu'il y a beaucoup de sujets, moi, qui me passionnent. Hein. Donc voilà, en fait, pour cette information. On va s'arrêter là. On reviendra sur l'article de Madame Pasulka. Et bien sûr, pour vous donner encore cette information, je vais venir, bien sûr, revenir avec une vidéo spéciale conseil en ufologie. Donc, où se renseigner, où aller, etc. Et puis, je vais vous faire, bien sûr, cette fameuse vidéo sur le comportement des médias vis-à-vis de l'ufologie. En plus, ça sera très récent puisque ce sont des interventions télévisuelles très récentes. Donc, ça va nous permettre de voir le pire, mais aussi le bon. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, bye.